Game Over, une présentation de Baseball Québec. On s'ennuie, c'est terminé. Qui monte sa petite et gagné avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec tes lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over. Salut tout le monde et bienvenue à Game Over, édition spéciale dans le sens que présentement, personne n'est en studio. On est chacun de notre bord. Il y en a deux qui jouent à la maison. Moi, je joue à l'extérieur. Vous avez compris, pour que je sois dans un décor aussi bien décoré, je ne suis pas chez nous parce que je ne peux pas être aussi Pinterest dans la vie. Ça, c'est assez évident. Fait que je suis dans le coin de Shawinigan, dans le fond d'un bois, en train de me remettre d'une grippe. Pas d'homme, pas une grippe d'homme que j'ai, mais une grippe médiévale. Honnêtement, je pense que les anciens virus, quelqu'un a ouvert une tombe à quelque part et il y a quelque chose de nouveau qui vient d'envahir. Donc, excusez-moi pour ma voix aussi. Comment ça va, messieurs? Très bien, merci. Ça va bien, mon homme, t'entends? À part ta grippe, là? Ou ta Non, là, ça va mieux. Là. Il ça. n'aurait pas fallu qu'on. Non, écoute, c'était. C'est long parce que quand tu as la grippe, tout le monde t'arrive avec les mille et un médecins. Pas médecins, mais les mille et un remèdes, aussi, de fais ci, fais ça, telle tisane magique. Là, un peu plus, je suis en train de danser devant la lune avec la lavande dans la bouche. Je vais te la donner, la recette magique. C'est quoi? Ça prend 10 jours. Et voilà, évidemment. Pourquoi je me dis. Fais ce que tu veux, mais ça prend 10 jours. Et à partir de maintenant, regarde, peu importe ce qui arrive maintenant, je vais aller vers le sage-homme qui est Roger Brulotte. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, je vais y aller pour tout de suite le conseil. Et, messieurs, on est rendu aux trois quarts de la saison. Il y a des choses quand même intéressantes qui restent à se développer. Mais en même temps, j'allais aussi dire, je ne veux pas péter une espèce de grosse bulle, mais c'est-tu moi où déjà le portrait de série est dessiné. Aujourd'hui, on va en parler évidemment. On va aussi parler de Paul Skenes, qui a eu deux départs humains, si on va dire. Dans ces deux départs, on a trouvé un peu d'humanité. Superman est revenu un peu sur la terre. Évidemment, le petit scandale de Jaren Duran qui a duré quelques jours. Et aussi, il y a quelque chose de quand même assez mémorable aussi dans le fait qu'on a 4 Québécois présentement dans les majeurs en même temps. C'est pas arrivé. Mais Eric, hier, on s'est parlé au téléphone. Tu me disais, Roger, tu pourras peut-être nous confirmer ça, que je pense que c'est pas arrivé depuis 1960 quelques. En fait, je ne suis même pas sûr que c'était déjà arrivé, fait qu'on est déjà quand même pas si pire. Mais je vais commencer tout ça en passant parce qu'évidemment, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la veille, en fait, c'était 24 heures avant la fin de la date de limite des transactions. Il y a eu des grosses transactions, des transactions un peu plus mineures. Il y a des gens qu'on pensait qu'elle allait bouger. Mais comme tout le temps, on pense que, tu sais, selon vous, qui sont les grands gagnants d'une certaine façon, ou honnêtement, c'est resté pas mal le même malgré toutes les transactions qu'on a faites? Et la suite, deuxième question, selon vous, qui à partir de maintenant est comme l'équipe favorite pour surprendre dans les séries? Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je vais aller avec Eric parce que je sais que Roger a toujours long à dire là-dessus. Bon, les champions, écoute, les champions, d'après moi, il n'y en a pas vraiment un champion clair que par rapport au All-Star Break, par rapport au deadline. Moi, je pense que tu regardes toujours, c'est toujours les lanceurs. On regarde l'histoire de tous les gros deals qui sont arrivés. Ça a toujours été genre un CC Sabathia, un Roger, Randy Johnson, quand il fait échanger. Ça, c'est des gros échanges. Il n'y en a plus qui se font de même. Il n'y a plus de gros joueurs qui vont changer d'adresse. Je pense que cette année. Mais Jack Flaherty, c'était quand même pas si pire, tu sais. Oui, j'avoue. C'est normal, mais je pense à cette heure, les joueurs, les équipes pensent pas mal plus long terme. Fait que les échanges, je vois moins des gros joueurs d'impact. Puis qu'est-ce qu'on voit justement, les échanges qu'on a vus, c'est des bons joueurs, mais c'est plus des additions, c'est plus des joueurs à long terme. Puis je pense que les équipes comprennent que c'est vraiment à long terme à cette heure. Fait que les échanges cette année, j'ai pas vraiment eu quelque chose d'incroyable, mais c'est plus à long terme. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'avantage, moi, je vois. Toi, Roger, je me dis, es-tu d'accord ou t'en as long à dire là-dessus? Mais je pense que les noms qui sont sortis, c'est les joueurs à cette époque-là qu'on pouvait les échanger. Là, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Les contrats, il y a tout le contrat, la clause non-échange, fait que c'est bien, bien, bien difficile. Pour ça, quand tu regardes ça, si tu regardes, moi, je vais être avec Dodgers, Flaherty qui les a aidés, mais tu regardes les autres équipes, ma déception, c'est les Yankees, sans aucun doute. Ben oui. Les joueurs qui sont allés chercher, ils l'ont même libéré. Le releveur, il est rendu avec les White Sox. Fait que ça m'a bien fait. Ça m'a désappointé, les Yankees. Ben oui, parce qu'en fait, il y a Chisholm aussi qui sont allés chercher, qui était aussi le gros joueur. Là, il est blessé. À l'avant-champ. Là, il est blessé, mais ça arrive souvent. D'ailleurs, c'est pas arrivé de l'année, fait qu'il était dû. Évidemment, c'est arrivé une fois qu'il a été changé. Comme tu dis, moi, tu vois, on a beaucoup dit que Baltimore a fait des petits moves un peu passifs.
Mais moi, jusqu'à date, je pense que c'est eux qui ont eu. Écoute, on parle de 2-3 semaines plus tard, mais Zach Eflin, pour l'instant, est en feu pour eux autres. Fait que vraiment, on sait à quel point que du côté des Orioles, tu sais, les lanceurs partants, je veux dire, c'était un après l'autre qui tombaient au combat. Là, un peu de stabilité. Ceux qui ont fait ceux de qui ont fait l'acquisition, ça va bien jusqu'à date. Zach Eflin, comme j'ai dit. Et là, je pense que, honnêtement, tu sais, depuis le début, on sait que dans l'Est, ça va se battre entre les Yankees et les Orioles. Et je pense que, honnêtement, le gros problème présentement, des Yankees, il se dit en 2 mots et ça s'appelle Clay Holmes. Clay Holmes n'a jamais été chambranlant depuis les dernières années qu'il l'a été dans les 2 derniers mois. Et tu ne peux pas te permettre d'avoir ton releveur numéro 1 être aussi insécurisant à 1 mois des séries. Là. Non, mais c'est comme on parlait justement, on avait parlé un petit peu les releveurs. C'est ça, je pense. Au trade deadline, que moi, quand je me suis fait échanger à Boston, eux autres, ils prenaient juste les back-end, les releveurs de numéro 1, genre dans le fond, les 1 ou 2 manches. Je pense que c'est ça un petit peu les équipes que cette année, les prochaines années, c'est vraiment les releveurs. On le voit, la façon qu'on utilise les lanceurs partant, la façon, l'importance d'un playoff, puis l'importance justement au mois d'août, les releveurs qui sont en santé. Puis je pense que tu vois un gars qui change complètement ton back-end si il n'est pas en forme. Un gars qui a une grosse échange, je dis, qui est arrivé avec, quand on a eu Cuban Missile, Chapman, qui est arrivé à Chicago. Ça fait des grosses échanges, ça fait un changement complet parce que ça l'aide pas juste une manche ou 2, mais ça l'aide tous les joueurs alentour. Fait que je pense que c'est ça un petit peu. Quand tu as un bon bullpen, tu vas arriver là, tu vas être en forme, ça va aider énormément par rapport à tes lanceurs partant. Ça enlève énormément de pression. D'aller 5 ou 6 manches, il y a une grosse différence. Ça arrive un 7 manches, là, tu utilises 2-3 joueurs à la place d'utiliser 4. Fait que je pense que c'est ça un petit peu qu'on va voir les prochaines années. C'est des releveurs, c'est patcher un petit peu comme qu'on fait de Baltimore, mais pas changer leur noyau de joueurs. Puis je pense que c'est le fun à voir parce que tu vois la confiance, les Baltimore, les Orioles, la façon qu'ils ont construit leur équipe, la façon qu'ils continuent à additionner à son équipe, je pense que c'est vraiment impressionnant. Puis c'est la façon de le faire parce que si tu veux y aller long terme, c'est la seule façon d'agir, surtout avec l'argent qu'ils ont. Ben, en fait, moi, je pense que ceux qui ont réussi le coup là-dedans, c'est surtout San Diego. Tu vois ce que tu en penses, Roger, mais honnêtement, Tanner Scott, qui était le releveur numéro 1, c'est pour ça que je suis surpris que les Yankees n'ont pas été plus agressifs. Tu as eu AJ Puck qui s'est ramassé en Arizona, tu as eu Tanner Scott qui s'est ramassé du côté de San Diego. Ils ont été aussi chercher Garcia du côté. C'est-tu Garcia? En tout cas, ils sont chercher 2 gros morceaux pour être dans le bullpen. Moi, du coup, puis regarde depuis ce temps-là, les Dodgers, oui, sont victimes de blessures. Mais la lutte la plus intéressante, on est tous d'accord, là, je veux dire, c'est pas un scoop ce qu'on dit, mais vraiment dans la Ligue nationale Ouest, ça va être chaud jusqu'à la fin. Mais quand tu parles des Dodgers, ils n'ont pas fait d'échange. Pourquoi? Parce que leurs joueurs reviennent. Regarde, il y a un joueur qui est revenu. Il faut que tu mettes ça comme un échange. Le gaucher. Le fameux gaucher est revenu. Puis il y a quoi? Il est 2-0 depuis qu'il est là. Ouais. Alors, Il est ça moins change. dominant qu'avant, mais c'est encore Clayton Kershaw pareil. Ben oui, mais il est 2-0. Fait que ça fait partie d'un échange. Mais je pense que les Dodgers ici, tu vois, la façon qu'on parlait de Baltimore, la façon qu'on parlait des Dodgers, ils voient un joueur vétéran. Ils ne sont pas obligés d'avoir 35 départs. Je pense que c'est ça un petit peu qui comptait là-dessus. Il y avait beaucoup de joueurs blessés au début de l'année, beaucoup de lanceurs partant blessés. Flaherty, c'est incroyable. Juste le fait de l'amener là, c'est vraiment une grosse différence par rapport à juste avoir des manches, par rapport à donner des congés un petit peu à ton bullpen, puis des congés à tes autres lanceurs partants. On parlait il y a beaucoup de blessures. Je pense que à chaque année, on en a de plus en plus. Fait que, les Dodgers ils ont été capables d'anticiper ça un petit peu par rapport aux blessures, par rapport quand ils vont pousser Kershaw, quand ils vont l'embarquer dans le game. Je pense que c'est ça la grosse différence. C'est sûr qu'ils ont le luxe d'avoir l'argent de faire ça, d'être capable de payer un gars de 10-15 millions, d'être sur le DL sur la liste des blessés pendant 2, 3, 4 mois au début de la saison. Puis je pense que c'est ça le gros avantage d'avoir de l'argent, puis la différence entre les Dodgers et Baltimore, mais c'est aussi d'être en forme. Puis les Dodgers, ça va être vraiment intéressant de voir comment ils vont finir la saison par rapport aux releveurs, qui les blessés, des choses comme ça, parce que avec les blessures qu'ils ont, c'est des gros joueurs. J'espère qu'ils vont revenir un peu comme Kershaw qui va revenir. Lui, on sait qu'il va lancer ses 4, 5 manches, 6 manches, mais c'est une grosse différence. Juste l'avoir dans l'équipe présentement, c'est vraiment important. Ben, en fait, moi, ce que je dis, c'est que, si justement, je parle d'un ancien releveur, donc, puis évidemment, un des grands observateurs du baseball, je le dis de dire, du côté des Yankees, avec Holmes qui est chambranlant, il n'y a personne qui n'ont pas de plan B ni de plan C. Si Holmes ne fait pas la job, il n'y a personne de stable présentement. À Baltimore, Jensen ne fait pas la job comme dans le temps. Pas Jensen, mais Kimbrel ne fait pas la job comme dans le temps. Simon, tu pourras peut-être faire du montage, je me pas. Mais Kimbrel ne fait pas la job comme dans le temps, mais tu as Cano qui fait une bonne job. Il y a une couple de gars qui sont capables de prendre sa place. Du côté d'en Arizona, Seawald n'a pas livré la performance qu'on s'attendait, mais là, tu as Pop, tu as le jeune Martinez qui vient de se réveiller et qui vient à ta surprise. Et du côté de San Diego, Suarez est super dominant, mais même lui, il fallait qu'il s'en fâche. Mais du côté des Dodgers,
depuis 2 semaines, on s'amuse à tester un closer, ce que vous avez l'expression, de choisir qui va fermer cette fameuse 9e manche-là, puis on ne sent pas l'avoir trouvé. À un mois des séries, je répète la même question, si tu es un peu insécurisant, dans le vestiaire, tu te dis quoi? Regarde, man, si on est mieux d'avoir plus que 2-3 points d'avance puis qu'on arrive en 8e parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer, ça va être intéressant, là. Je pense que dans le vestiaire, ça ne change pas grand-chose. Le vestiaire laisse les choses dérouler, puis tu regardes les joueurs qui sont sur le terrain. Mais avec les Dodgers, je ne suis pas inquiète qu'ils vont en trouver un d'ici la fin. Ça, je ne suis pas inquiète. Est-ce qu'il va être là à long terme? Ça, c'est une autre histoire. Mais pour faire les séries, oui. Ce qui est inquiétant chez les Dodgers présentement, c'est leur blessure et qu'ils ont donné la chance à 2 équipes de revenir dans la course. Écoute, la remontée des Padres, c'est les Diamondbacks d'Arizona. Eric est en Arizona. C'est incroyable l'Arizona ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, mais c'est le même scénario que l'année passée. Ils se sont réveillés à la même période l'année passée. Mm-hmm. Mais je pense aussi, le fait qu'ils ont gagné l'année passée, ils ont eu du succès l'année passée, ça change un petit peu la pression. Les jeunes le savent qu'ils sont capables de gagner. C'est ça la grosse différence. On voit les Dodgers, ça fait longtemps qu'ils gagnent. Ils n'ont pas de pression parce qu'ils savent, eux autres sont vieux, c'est des vétérans, ils ont déjà fait ça. Mais je pense que les Diamondbacks, ça fait 2-3 années, ils commencent à croire à eux-mêmes. C'est ça la grosse différence. Puis je pense que c'est ça que tu vois les équipes qui donnent confiance en leurs joueurs par rapport aux échanges. Genre des trous qu'on parlait avec Baltimore. C'est ça, gagner. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un processus d'apprentissage. C'est ça, je pense, que les Dodgers ont vraiment fait. Puis là, c'est ça que Diamondbacks sont en train de faire. Les Padres, ils ont bon bullpen. C'est vraiment bon dans l'arrière. S'ils arrivent dans les playoffs, c'est vraiment quelque chose de difficile à battre. Mais écoute, les Dodgers, même avec les joueurs de 2A, de 3A, ils font juste patcher, mais la croyance, la culture qu'ils ont de gagner, puis la confiance qu'ils ont, c'est vraiment difficile à matcher, ça. Oui, puis en plus, ils ont le réveil de Gavin Lux présentement aussi, qui est une belle surprise, qui vient vraiment d'éclater depuis un mois. Puis, on parlait que justement, pendant la période d'échange, ils voulaient aller stabiliser un peu l'avant-champ. Ben, la réponse était dans l'ensemble des joueurs, c'est juste qu'elle s'est réveillée un peu plus tard. Et ce que j'aime aussi du côté des Diamondbacks, si je regarde un jeune Corbin Carroll qui a été recru de l'année passée, que toute la saison a frappé à peine pour 200, et là se réveille au bon moment. Ça, c'est de confiance d'un jeune qui n'a pas paniqué, puis aussi des entraîneurs qui ont dit « Hey, le gars, t'es là. On va le trouver le problème, on va être avec toi, on va la trouver la solution. » Oui, c'est le boulot. Un gars comme le boulot, un gars comme tout le pitching, le coaching staff, ça fait 4-5 ans qu'ils sont là, je pense. On travaille ensemble. Fait qu'ils connaissent leur personnel, ils connaissent leurs jeunes. C'est des relations. C'est vraiment quelque chose de le plus important là-dedans dans le baseball. C'est d'avoir confiance entre les joueurs. Les joueurs ont confiance en tes coachs. Fait qu'il n'y a aucune panique. C'est ça, je pense, qu'on voit la grosse différence avec les Diamondbacks. Et quand tu fais le retour comme l'année passée, veux pas, tu es moins inquiète. Tu t'en vas là, tu dis, écoute bien, ça va bien aller, ça ne me dérange pas, puis je sais qu'on est capable de remonter la pente. Mm-hmm. Et quand tu regardes les Dodgers, il ne faut pas oublier l'impact de Mookie Betts, c'est pas bon encore. Là. Le Betts qui joue présentement, c'est le Betts qui revient d'une blessure et non pas le Betts qui arrive d'un camp d'entraînement. Fait que tu sais, tu regardes la série contre Saint-Louis, il a été là, mais il n'a pas été dominant encore. Ah, mais ça va prendre une semaine pour on va le retrouver, honnêtement. Ça, je te dis ça. Ça, les Dodgers, je ne suis pas inquiète pour eux autres, mais c'est intéressant de voir où ils vont terminer. Ça, je suis un peu plus inquiète. Moi, j'ai choisi Padres en début d'année, fait que je suis à l'aise. Ouais, non, ça là-dessus, Roger, il faut te le donner encore une fois aussi. Oui, mais je le répète aussi longtemps qu'ils sont proches. Puis quand il va l'avoir perdu, il va dire, je ne me souviens pas d'avoir dit Padres tant que ça. C'est ça l'avantage d'avoir une mémoire sélective. Honnêtement, c'est une chose que chaque homme... Je suis rendu, moi, présentement, à mémoire sélective. Ouais, exactement. Tu sais, honnêtement, tu arrives à un certain âge où tu peux dire, hey, je ne me souviens pas que j'ai dit ça, je pense que vous êtes dans le champ. En même temps, d'un autre côté, Éric, tu l'as bien dit, on ne peut plus se permettre autant d'échanges qu'avant parce que, je veux dire, les Rangers auraient pu être beaucoup plus agressifs. Puis je pense qu'on dit on va se faire confiance à notre noyau. Puis finalement, ben là, je vois clairement que on peut déjà oublier que ça a été notre pic à toi et à moi pour répéter comme gagnant dans l'Ouest. Encore une fois, on va y aller avec la mémoire sélective. Mais ça, moi, j'avais dit Houston, je dis ça de même. Mais joke à part, comme tu dis, à cause des contrats, à cause qu'il y a plus d'équipes qui font les séries, on est surpris de voir des équipes comme les Rangers qui ne font pas des transactions aussi agressives qu'avant. Mais ça m'amène à une équipe comme Pittsburgh, par contre. Parce que souvent, on dit que les équipes de petits marchés abandonnent quasiment cette période-là de l'année. C'est ce qu'on reprochait aux Rays de Tampa Bay. Du côté des Pirates, on a fait plein de petits moves parce qu'on ne peut pas s'en permettre de grands. On a quand même fait des moves intéressants pour aller chercher des joueurs qui, justement, pouvaient remplir, venir donner un peu de renfort à la formation. Et tout de suite, une fois que la période d'échange est terminée, on passe sur une séquence de 8 défaites de suite. Caroline, que ça doit... Non, mais ça devient un crève-cœur, là.
Oui, ça vient crève-cœur, mais écoute, ça fait partie de la game. Tous les joueurs le savent. Il y a des échanges que tu peux faire, des gros échanges. Moi, j'en rappelle, on avait échangé Jeremy Burnett, on avait échangé toute la gang. Ça va fitter dessus, ça va-tu fitter dans le clubhouse, ça va-tu fitter dans notre culture. Mais écoute, c'est ça le baseball. Tu sais jamais, tu peux rajouter les meilleurs éléments, tous les calculs que tu fais par rapport à la chimie, par rapport sur le terrain, par rapport au war, n'importe quoi. Tout ce que tu peux imaginer, mais c'est jamais garanti. Moi, quand je suis arrivé à Boston, tout le monde disait on a le meilleur bullpen. Je suis arrivé là, j'ai été vraiment incroyablement mauvais. Fait que tu sais, tu peux pas vraiment prédire. Fait que c'est ça qui est le fun un peu des échanges. Tout le monde, c'est tout le temps des génies. On va aller chercher ce joueur-là, il est vraiment bon. Mais tu sais, il y a tellement de choses qui varient. Puis aussi, faut que tu t'arrives sur le terrain, il faut que tu gagnes les games. Là, c'est bien beau de dire sur papier on est bon, mais au baseball, t'as 9 manches à lancer, tu as 27 faits à faire. Puis c'est le même tout le temps. Moi, je me dis que c'est le sport qui n'a pas de time, mais il y en a à cette heure. Juste pour lancer. Juste pour lancer. Mais tu sais, Eric, le point que tu soulèves, on regarde les Yankees, ils sont allés chercher un joueur de troisième but. Il était populaire. Là, il est blessé. Mais, imagine-toi, à New York, il s'en est pris aux joueurs publiquement. Tout a changé, là. La chimie autour de cette équipe-là, que tout le monde écoutait Judge était tranquille. Il y a un joueur qui arrive de nulle part et il critique les joueurs ouvertement. Ça ne fait pas du bien. Non, c'est ça qui est difficile un peu. C'est ça que tu essaies de savoir exactement. C'est qui t'emmène, tu l'amènes où? Tu l'amènes à New York, tu l'amènes à Boston, tu l'amènes à Los Angeles. Il y a une culture déjà qui est là. Fait que, il faut que tu sois sûr à 100% que quand les autres arrivent là, ils ne vont pas tout chambarder. Fait que, même moi, à Boston, quand ça allait pas bien, j'essayais de me mettre dans le coin, de pas trop chambarder, de rester positif. C'est ça qui est le plus important. Un gars comme tu arrives à New York, tu as un Judge, tu as un Stanton, tu as toute la vieille histoire des Yankees. Il faut que tu arrives là, il faut que tu te places comme il faut que tu comprennes c'est où ta place dans les Yankees. Je pense que c'est ça le plus important là-dedans. Puis quand tu fais des échanges, c'est le fun. OK, on regarde sur papier, ça va bien, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours se traduire en succès. Maintenant, justement, que la période est terminée et qu'on commence à avoir une équipe claire, puis en plus, juste parenthèse, avant ça, il y avait quand même des petites transactions mineures qui se faisaient après la période de transaction. On libérait des joueurs, puis si c'était pas réclamé, on trouvait une façon de peut-être être capable. Là, je pense que maintenant que le système, on oublie ça. Fait que là, mais le système, il faut l'expliquer, par contre, à Max. Vas-y. Le système aujourd'hui, que tu es soumis au balatage, tu ne peux plus enlever le joueur du balatage. Auparavant, tu peux mettre son nom, puis si jamais quelqu'un le réclamait, tu peux l'enlever. Et là, maintenant, si tu mets le joueur sur une liste de balatage, tu ne peux plus le reprendre. Ça veut dire que si je le prends, tu es pris avec, puis moi, je le perds. C'est là qu'il y a la différence. Tu es seulement responsable de son salaire pour le restant de l'année. Ou non, pour son contrat. Son contrat complet. Même l'année qui suit, évidemment. Ça va se rendre c'est pour ça que les échanges, c'est là que ça a changé beaucoup. Ton joueur du 29 août, là, c'est un contrat à long terme, je suis surprenant qu'on le prenne. Yeah. Fait que maintenant qu'on établit et qu'on a parlé de justement ceux qui ont bougé, moins bougé, les déceptions, les surprises, les blessures et tout, revenons, c'est ce qu'on aime le plus faire au monde, commencer à jouer au devin, puis voir un peu les prédictions, puis voir un peu ce qui va arriver. Moi, j'allais dire, de tous les noms qu'on a mentionnés, il y a 2 clubs qui ont une fiche pas mal identique à Baltimore, New York, qui sont dans les meilleurs du baseball majeur, dont on ne parle pas beaucoup. Et c'est les Guardians, évidemment, de Cleveland et les Twins du Minnesota. C'est facile de prendre ces équipes-là parce qu'ils n'ont pas, évidemment, le même star power, excusez-moi, ils n'ont pas le gros nom comme on voit ailleurs. Je sais qu'ils jouent dans la division centrale où il y a les White Sox, mais j'ai fait l'exercice. C'est drôle à dire, Cleveland a joué 10 fois contre les White Sox, ils sont 5-5. On ne peut pas dire que c'est ça qui fait la différence dans leur fiche présentement. Mais écoute, ils ont les mêmes fiches que Baltimore, New York, et encore là, on n'entend pas parler d'eux autres. On dirait qu'on a donné ou on a pris pour acquis que c'est des équipes qui, quand arrive le grand moment, ont tendance à choquer un peu. Parce qu'on voit la même chose du côté des Twins et des Guardians cette année. Mais je pense que tu vas voir, quand tu vas arriver, mettons qu'on plan aujourd'hui, ça commence, on a Minnesota. 3 équipes de la division centrale. Oui. Ces équipes, c'est des équipes qui jouent du baseball fondamental. C'est des équipes qui n'ont pas vraiment le coverage de tous les Yankees, de tous les gros noms comme les Houston Astros. Mais ces équipes-là, c'est des bons joueurs, c'est des bonnes équipes, c'est des équipes solides avec du bon pitching, de la bonne défensive. Ils jouent le baseball, vraiment du baseball solide. C'est arrivé dans les playoffs. Les petites erreurs comme ça change complètement le game. Une ou deux erreurs ici, là, en première manche, en deuxième manche, qui coûte un point ou deux, mais là, ça va changer la game au complet. Fait que, moi, si maintenant tu mets de l'argent sur une équipe qui arrive dans les playoffs, comme maintenant, tu as les Yankees contre Minnesota. Les Yankees, c'est sûr qu'ils ont le superstar power, ils ont tout au complet, mais Minnesota, écoute, ils arrivent là, ils n'ont rien à perdre. Tu arrives là, tu as un bon 4-5 manches de lancer, tu as un bon bullpen, tu es quand même capable des bons joueurs, comme tu disais,
0 en 10 pour un gars comme Stanton ou un gars comme Judge, ça change la game au complet. Un 0 en 10 pour n'importe quel joueur dans leur line-up, ça ne change pas énormément parce qu'il y a tellement de bons joueurs, c'est tellement bien équilibré. Je pense que c'est ça un petit peu les équipes de marché moyen. C'est juste de se balancer, avoir un bon équilibre dans leur équipe par rapport à partant, par rapport aux frappeurs, par rapport à la défensive. C'est ça qu'ils ont, je pense. Fait que, pour moi, dans les playoffs, c'est des équipes comme ça, je mettrais l'argent, moi. Puis qu'est-ce qu'il y a Cleveland, Minnesota, Kansas City? C'est à cause des Orioles de Baltimore. Les Yankees sont dans une course avec les Orioles. Fait que ça fait 2 équipes plus de publicité. Les Astros sont là. Et dans la division S, mais veut pas de la course entre les Mets et les Braves. C'est des gros marchés de publicité. C'est ça qui leur fait mal. La course, l'exemple dans la centrale de la Ligue nationale, c'est comme présentement, il pleut dehors, tu me rappelleras demain. Puis là, soudainement, qu'est-ce qui arrive des Padres et des Diamondbacks, c'est une bataille aux Dodgers. Alors, c'est pour ça que la division centrale de la Ligue américaine est complètement oubliée à cause des autres marchés. Mais elle est excitante. Ben oui, parce qu'on oublie la troisième équipe là-dedans, qui c'est le Royals de Kansas City aussi. Avec un des meilleurs joueurs qui joue là, puis on n'entend pas parler. Ouais, non, à l'occasion, on parle de Witt Junior. Oui, tu as un des meilleurs joueurs, mais ce qui aide beaucoup aussi, c'est le reste. Ben, hey. Ouais, puis comme d'ailleurs, et c'est drôle parce que d'après moi, c'est lui qui va gagner le meilleur joueur de l'année. Ça, c'est mon. En tout cas, si j'avais voté, c'est lui qui aurait mon vote, ça c'est clair. En plus, la Ligue américaine? De Pasquantino derrière lui. Ah oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien les. Ben oui, mais en fait, non. Je sais que tu vas me dire Soto ou Judge, mais en même temps, tu sais, c'est parce que. Bon. Non, mais non, c'est parce qu'on parle. Attends une minute, c'est parce que, tu sais, Soto ou Judge, comme Eric vient de le dire. C'est rare que je dis pardon, Max. Pardon. Max. Mais quand même, du côté de Witt, c'est parce que Witt, il transporte quand même une équipe au complet quasiment sur ses épaules. Là. Je vais te poser une question. Pasquantino, il paraissent, mais c'est tout. Là. Y a-t-il quelqu'un qui transporte plus les Yankees que Judge? Ben, c'est parce que si Josh en parle, t'as Soto qui se réveille, t'as non. qui n'a pas de mauvaise Quand saison, Judge n'était pas là au début de saison, il ne gagnait pas, mon cher monsieur. Puis quand il n'était pas là, il ne gagnait pas. Mais je ne suis pas en train de dire que tu as un mauvais point. Je fais juste dire que moi, si j'avais voté. J'aime ça vous écouter. Hey. Là, mais laissez Eric pour faire le médiateur. Moi, je dis rien. Il y a bien Eric qui va choisir d'un autre joueur, c'est encore bien meilleur. Ben ouais, vas-y donc, toi, gagner tant qu'à faire, prononce-toi donc 2 secondes, toi, si tu avais choisi présentement. J'adore la façon que Witt il joue. J'adore la façon que Witt il joue. C'est un vrai joueur de baseball par rapport à toutes les facettes du jeu. Tu vois la façon qu'il joue, l'impact avec le Kansas City, c'est dur de dire que c'est pas un MVP. Mais écoute, comme tu disais, comme Roger disait avec Judge, avec Soto, qui sont à New York, ils vont avoir beaucoup plus de votes, les Yankees. C'est sûr que ça va être dur à battre Judge, je pense. L'impact qu'il y a eu, qu'on peut en parler, c'est comme dans le temps quand tu avais Barry Bonds qui jouait, là, qui gagnait à chaque année, il gagnait 7 ou 8 MVP par année. C'est ça. C'est dur à dire que Judge ne gagnera pas, mais écoute, le meilleur joueur, je pense que des majeurs présentement, par rapport à tout ce qu'il fait au complet, ça serait dur de dire que c'est pas Witt non plus. C'est vraiment un bon joueur. Il est fun à voir jouer. C'est vraiment. Là, je vais vous en donner un autre, on va vous assommer. Vas-y. Anderson. Avec Baltimore, ben oui, c'est surprenant qu'il n'y ait personne. Il y en a qu'on oublie toujours, parce qu'on ne prend pas, mais il va être le premier joueur de l'histoire des Dodgers, 40 coups de circuit, 40 buts volés au Tani. Ah ouais. 50-50. National, lui, il est pas mal. Moi, je pense qu'il va être 50-50, mais. Tu sais, quand ça va dans la Ligue américaine, tu sais. Moi, ce que je trouve de valeur, c'est que le titre du trophée n'est pas bon. C'est comme le trophée Frank Selke que tu donnes parce que le gars a marqué tant de points. Il ne devrait même pas exister s'il marque des points. Le joueur le plus utile, c'est qui est le plus utile? Mais là, dans le baseball, maintenant, on vote pour qui le joueur le plus utile? Le meilleur joueur de l'année. C'est ça qui n'est pas bon. Ben, c'est pour ça qu'on est en train de s'assister sur qui est plus utile à son équipe et qui transporte l'équipe justement vers les séries. On s'entend. Le meilleur joueur ou le joueur le plus utile. C'est différent, pas mal différent par rapport à où tu es, par rapport à l'impact que tu as sur ton équipe. Ou c'est qui le meilleur joueur? Ohtani, c'est sûr que c'est le meilleur joueur. Mais y a-tu le même impact quand tu as Freeman, tu as Betts, toute la gang qui sont là? Il y a un line-up d'All-Star. Tu l'enlèves de là, les Dodgers sont-ils aussi dominants? Non. Mais ils vont sûrement être quand même en première place. T'enlèves Witt, ils vont être encore en troisième place à 3 games la première? Ils vont être 10 games? C'est ça la grosse différence. C'est dur parce que c'est un war d'équipe. C'est vraiment la variable qui change. C'est vraiment un war d'équipe au complet. Tu veux dire, gars, avec tous les joueurs, la force qu'on a, c'est ça, puis on t'enlève ce joueur-là. Je pense que Witt a une plus grosse influence sur son équipe en général. Mais Judge, écoute, c'est Judge qui peut transporter son équipe au complet pendant un mois ou deux là, facilement. C'est quand même difficile. Le meilleur joueur qui est plus fun à voir, le plus excitant, je pense que c'est Witt.
parce que tout ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Mais le joueur le plus utile à son équipe, quand Judge va bien, mais Judge peut gagner les games tout seul. Witt, il peut faire la même affaire, mais il n'a peut-être pas le power autant. Fait que, tu sais, le 3-run home run que Witt n'est pas capable de faire, que Judge est capable de faire, ça peut être gagner une game ou plus de plus que Witt. Fait que, tu sais, c'est le meilleur joueur, moi, c'est le fun. Moi, je regarde ça par rapport à ce que je regarde d'un joueur sur le terrain. C'est quoi son impact par rapport à offensif, défensif, sur le terrain, puis aussi dans le clubhouse. Mais ça, c'est pas de même que ça Oui, marche. parce que, tu sais, on en a parlé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, quand on a fait le segment Bet365, c'était pour voir justement cette discussion qu'on était en train d'avoir, le joueur le plus utile de la Ligue américaine. Puis le nom qui n'était même pas sur la liste, qui devrait être là aussi, c'est Rutschman avec Baltimore, non seulement de par ses statistiques, mais en plus, quand c'est lui aussi qui contrôle. Il est plus là. Ben, Il y a un circuit au mois d'août, on arrête. Là. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en même temps aussi, en plus, évidemment, de frapper, il est quand même en charge de l'idée des lanceurs. Oui, il a connu un mois d'avril comme ma soeur au bâton. Un mois d'août comme ma soeur au bâton. Et non. Je regrette. Mais j'avoue, c'est un receveur qui est capable de continuer, comme tu dis. Mettons, il y a un bon mois d'août, là, puis un receveur, un gars qui frappe 310 en tant que DH avec 50 home runs puis 140 RBI. Un gars, qui frappe 280, qui dirige un pitching staff en première place, j'y donne au gars de 280. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même ça. Il contrôle le pitching staff. Moi, personnellement. Il y a 2 nouvelles acquisitions. Ça change constamment. Mais ça va m'amener un bon point parce qu'il y a un point qui va m'amener un autre bon point. Il y a une belle histoire là-dedans aussi, si on reste du côté des Orioles. Jackson Holliday, qui, dans son deuxième rappel, prouve que les gars, il profitait. Excusez, je vais juste ajouter quelque chose. Il frappe 266 présentement. Oui, mais il fait plein d'autres choses. Non, c'est clair. Mais. Mic drop. Trouve-moi. Texte-moi tes choix avant que je vais être d'accord avec toi, Max. Non, mais de toute façon, moi, je l'ai dit, si j'avais mon vote, ce serait Witt qui aurait mon choix numéro 1 présentement avant Judge. Puis même Judge Soto, honnêtement, je ne fais plus près un 25 cents. J'aime Judge parce que, comme tu dis, je pense que présentement, c'est M. Yankee. Pour l'instant, tu sais, mais honnêtement, il serait dans la même ligue. Ohtani, Judge. Mettons, il serait dans la même ligue. Là. Ohtani ou Judge. Ben, moi, j'ai toujours dit j'irai avec Judge parce que moi, j'aime un gars qui n'est pas sur le terrain à jouer des deux côtés. Non, c'est un gars qui est capable d'être. Mais juste pour cette année, tu sais, honnêtement. Mais si tu as le choix entre Ohtani et Judge, j'irai encore là avec Judge. Tu sais. L'année prochaine, Ohtani va avoir 25 et 45 l'année prochaine. Ouais. Il est supposé de lancer l'année prochaine ou on n'est pas sûr encore? Il n'a pas dit qu'il mettait pas là-dessus à long terme? Ou, Il devrait être en train de se pratiquer. Il devrait être prêt. Oui, il va être prêt. Peut-être pas au début de l'année, mais il va être prêt. Dossier à suivre. Je reviens pour la 3e fois sur Jackson Holliday parce que je trouve que l'histoire est belle sur le fait que son premier appel des majeurs a été tout sauf concluant. On pensait même aux rumeurs que ce serait peut-être un nom qui serait mentionné dans la période de transaction si les Orioles allaient chercher un gros nom. J'ai lu un article qui disait qu'ils ont vraiment bien identifié la différence dans son élan entre les majeurs et dans les mineurs, c'est-à-dire que souvent, il y avait tendance à être sous la balle. En fait, quand les lanceurs avaient compris qu'on lançait la balle un peu plus haute, vraiment dans la section haute de la zone des prises, et que dans son swing, il était toujours en dessous, ce qui faisait qu'évidemment... Fait que ça a été clair, ça a été une belle... ils ont vraiment expliqué en détail, c'est un bel article sur comment ils ont été capables d'identifier. Voici pourquoi on te ramène en bas, là. Tu travailles... Tu écoutes à TVA Sport, on a expliqué des mois. Ben, écoute, Snyder a le même problème présentement avec les Blue Jays. Bon, Ils écoutent en français. C'est parce que quand je regarde ces joueurs-là, ils ont un problème. Ils ont un problème, Max. Sur notre grandeur, toi puis moi. C'est sûr et certain, les lancers hauts, ils ne peuvent pas les frapper. Si tu regardes Schneider sur le base avec les Blue Jays, pourquoi cette année, le tir haut, il passe sous la balle? Il a la même chose avec Carl Holliday. Il a fait l'ajustement. Il était capable de faire l'ajustement, puis il va bien. Ça, il va très bien présentement. Mais tout à l'heure, son ajustement, ça va te frapper la glissade à l'extérieur. On va voir. Mais tu vois... Oui, vas-y. Pour venir à Max, ce que tu disais par rapport, tu sais, quand il est allé les mineurs, là, le but de le descendre, c'était vraiment travailler des choses que, OK, c'est quoi que tu as besoin de travailler? C'est ça la communication. C'est ça qu'un jeune, tu l'envoies les mineurs, souvent, ça va être veut pas avec son père, avec l'entourage qu'il y a de lui, tu sais, il ne sera pas démoralisé, il va savoir exactement ce qu'il a besoin de travailler. Son père va être là, il va l'aider. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun à voir. Tu sais, on l'échangeait tout le monde l'échangeait. À un moment donné,
Le jeune, il est vraiment bon. Ça prend du temps vraiment à s'améliorer. Ça prend du temps avec la confiance, des choses comme ça. Mais si on donne quelque chose à travailler, puis comme tu disais, il monte toujours un launch angle des mineurs. Fait qu'il essaie tout le temps de frapper des home runs. À la place de frapper des home runs, il va juste se concentrer sur frapper la balle forte. Je pense que c'est ça la grosse différence. Il veut pas. Quand tu as un gros nom comme lui, puis des grosses attentes, tu essaies toujours de faire un petit peu plus. Fait que des fois, c'est bon de les ralentir un peu, d'envoyer les mineurs, puis de faire dire OK, c'est correct. Avoir du succès, les mineurs, c'est bon. Quand tu arrives des majeurs, mais là, tu traverses des choses qui vont changer un petit peu parce que veux pas. Le calibre de joueur, de lanceur que tu affrontes, c'est complètement différent. Tu sais, dans le 3A, dans le 2A, tu affrontes des joueurs que oui, l'étoffe est incroyable, mais les erreurs qu'ils font, ils font un petit peu plus d'erreurs. Fait que les 2, 3, 4 erreurs de plus que tu fais dans le milieu de la plate, mais ils l'ont pas des majeurs. Fait que tu sais, c'est juste la maturité d'un joueur, c'est juste prendre ton temps, avoir confiance dans son joueur. Puis, ils n'ont pas paniqué. Nous autres, on paniquait, on l'a changé, on l'envoyait là, on l'envoyait là. Mais tu sais, c'est ça la confiance, ça prend du temps. Puis je pense que c'est ça que Baltimore en fait, c'est ça qu'ils continuent à faire. Ils sont vraiment patients. Ils comprennent que les jeunes, ça prend, genre, on parle 3, 4, 5, 600 à battre pour apprendre un petit peu. C'est ça qu'il est en train de faire, c'est le fun à voir. Oui, parce que je regarde du côté des. Je me savais d'aller pour un autre exemple. Il y a 2 jeunes aussi qui ont été rappelés, un du côté des Tigers, parce qu'évidemment, les Tigers, présentement, vont faire passer leur jeune en audition. Je pense suite à Spencer Torkelson, qui se fait quand même au-dessus de 2 mois et demi qu'il a été envoyé à Toledo. Rien de concluant, frappe pour 240, la sortie du stade comme d'habitude, mais ça a toujours été ses spécialités. Et aussi Jordan Walker du côté des Cards. Torkelson va quand même avoir 25 ans. Le jeune Walker, ben, je pense qu'il a à peine 20 ans. Tu me diras si je me trompe, Roger, mais je pense qu'il a 20, maximum 21 ans. Encore une fois, ben, depuis qu'il est revenu, c'est un désastre au bâton. Parce Et on se disait Max, que. excuse, continue. Ben non, mais j'allais juste dire qu'on a commencé aussi à souligner qu'il y a tellement de rappels, on rappelle tellement les joueurs tôt qu'on dirait que c'est en train d'affecter les frappeurs parce que tu n'as pas le temps de développer parce que l'écart entre les lanceurs des majeurs et les lanceurs dans les mineurs est trop grande que tu ne peux pas vraiment t'ajuster. Il y a des belles histoires aussi qui le fait qu'un jour tu peux te rattraper. On ira peut-être sur le sujet après. Je regarde un Joey Bart à Pittsburgh qui se réveille à 27 ans. Donc, des fois, il faut être patient. Mais je trouve, honnêtement, dans le cas de Torkelson, dans le cas de Jordan Walker, je trouve ça douloureux de les voir être jugés aussi rapidement si jeunes. Le problème, quoi qu'on remonte nos jeunes plus jeunes, c'est le salaire. Si tu regardes les 2 joueurs que tu as parlé, c'est 2 premiers choix de pêchage. Ça veut dire que tu as donné plusieurs millions de dollars. Alors, plusieurs millions de dollars, tu disais toi-même, là, comme recruteur puis directeur gérant, tu dis, hey, il faut qu'il joue dans les majeurs. Fait que tu le ramènes et il n'a pas développé ce qu'il avait à faire. Ici, on remarque de plus en plus, on dit un joueur maintenant à 25, 20, à 20, je suis obligé de rire cette semaine, on est en train de faire le match. Oh, quel bon joueur, il arrive à 27 ans, il est réellement bon. Il est à 26 ans. Hey, Vlad de 26 ans, on arrête, là. Les joueurs arrivent d'un majeur de plus en plus à 24, 25 ans. Ils arrivent des rangs collégiaux. Mais le joueur qui arrive jeune, comme lui qui a 21 ans, celui qui a des cards, Walker, t'es pas prêt encore. Même Le monde oublie comment c'est difficile de frapper dans la Ligue majeure. Le monde oublie la maturité, comment ça prend du temps. Tu sais, c'est pas. De 20, 21 ans, il y a aucune personne qui est mature. Là. Moi, à 21 ans, oublie ça, j'étais un mineur, puis j'essayais de me chercher en tant que personne, en tant que joueur. Tu sais, ça prend du temps. Fait que veux pas, ces joueurs-là, ça passe sur la même chose. C'est sûr que leur talent, il est incroyable. Là. Tu peux pas t'astiner. Quand tu fais payer 3, 4, 5, 6 millions pour te faire repêcher, tu as 18, 19 ans, il y a beaucoup de pression, mais ça prend du temps pour être patient. Je pense que les équipes commencent à reconnaître ça un petit peu. Nous autres, les fans, puis le monde qui parle de la game à l'extérieur, puis qui vraiment ne joue pas, c'est sûr qu'on va toujours juger, mais écoute, ça prend du temps. On parlait, en tant que lanceur partant, c'est 400-500 manches de jeu, que ce soit les mineurs ou les majeurs. C'est 400-500 manches à apprendre à se connaître, c'est ça. C'est la même affaire des frappeurs. Il faut que tu aies des hauts, tu as des bas. Il veut pas, dans sa carrière, il va jouer pendant 10, 15, 20 ans, les majeurs, j'espère. Il va en avoir des hauts et des bas. Puis ça, c'est quand ça va pas bien de même, là, c'est là que tu vois le caractère des joueurs un petit peu. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important là-dedans. Oui, c'est le fun. C'est vraiment le fun d'avoir des joueurs qui arrivent là, puis il n'y a jamais de négatif dans leur carrière, mais ça n'arrive pas. C'est rare. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs comme ça. Puis, comme tu Il y a disais, 3% peut-être de ceux qui sont rappelés qui font. Max, mais là, tu vas avoir exactement. Là, tu vas avoir encore plus parce que, comme Roger disait, c'est le contrôle des joueurs. Ils vont les envoyer pas mal plus jeunes ou des majeurs. Puis, veux pas, ton GM qui signe un joueur de 4-5 millions, mais ils veulent l'avoir des majeurs le plus vite possible. Ouais. Fait que, faut que tu trouves une bonne. Faut que tu trouves une bonne balance que tu l'emmènes les majeurs. Sont-ils prêts? Sont-ils pas prêts? C'est difficile, c'est mental. Fait que, c'est des choses, c'est vraiment des. Tu peux pas calculer ça. Faut que tu sois patient. Parce que si tu ne l'es pas, tu le montes trop vite.
On l'a vécu chez les Expos au début. On montait des jeunes joueurs rapidement. Un des meilleurs lanceurs que j'ai vu, c'est Baylor Moore. On l'a monté tellement rapidement que dans 2 ans, tu as fini. C'est ça, il faut que tu fasses attention. Quand tu regardes la deuxième phase, regarde les Dodgers, par exemple. Un jeune joueur chez les Dodgers, ça n'arrive pas souvent, ni les Yankees. Je me trompe-tu, Eric? Non, écoute, c'est ça la grosse différence des Yankees, la grosse différence des Dodgers. Ils ont la chance de garder le joueur d'un mineur plus longtemps. Un gars comme Gavin Lux, il peut se faire descendre 2-3 fois. Tu sais, ça fait 2-3 ans qu'il est supposé donner majeur puis dominer le majeur. Mais il n'est pas obligé de dominer. Il arrive là, OK, on peut le descendre, on peut le cacher un petit peu de majeur. Il y a des choses qu'ils peuvent faire quand tu as beaucoup d'argent, quand tu es capable de faire ça avec les Yankees, mais écoute, veux pas, faut t'apprendre. C'est ça qui est le fun d'avoir des vétérans alentour. C'est ça la valeur qu'on ne voit pas à Baltimore. C'est des joueurs vétérans qui vont voir le jeune qui a un. Holiday, c'est sûr qu'il y a eu des speeches de son père. Son père, c'est le fun d'avoir un père comme lui. Mais c'est sûr qu'il y a des vétérans qui arrivent là, qui vont leur parler. Ils vont dire, gars, là, c'est normal qu'est-ce qui arrive. Là. Tu vas frapper 200. Là, c'est pas juste lui. Là, on regarde, là, il y a 42 joueurs de majeur présentement qui frappent en dessous de 200. Fait que veux pas, là, tu sais, c'est. Le monde les gens. Exactement. Le monde ne fera plus 300. C'est rare, là, parce que premièrement, la façon qu'il montre à frapper, c'est complètement différent. La valeur de home run est vraiment plus. Il y a beaucoup plus de valeur sur un home run que faire le contact, des choses comme ça. Fait que la game a changé énormément. Nous, on pense encore qu'il faut que tu frappes 300 pour avoir du succès. Mais les jeunes, c'est pas de même que ça marche. C'est complètement différent la façon qu'ils coachent à Star puis la façon qu'ils vont apprendre. Ils vont apprendre beaucoup plus vite puis ils vont apprendre des majeurs. Fait qu'on va voir des joueurs qui disent, voyons, il n'est pas si bon que ça. Il frappe 150, 200 des majeurs les deux 3 premières années, mais on regarde un gars comme Adrian Beltre, il frappait la même affaire quand il est arrivé, il était jeune, il n'a pas capable de frapper le slider, il a changé son approche au bâton genre 7-8 fois, il est rendu au Hall of Fame. Fait qu'il faut faire tout ça patient. Si tu le point que tu as soulevé, Eric, moi je suis un que pendant les matchs, je persiste à dire l'amorti plus souvent, mais si je suis logique, puis je regarde les résultats des chiffres, tu ne marques pas si souvent que ça sur l'amorti, tu donnes des retraits. Et c'est ça que les gérants disent. On ne peut pas donner de retrait. On joue la manche de 2 points, coup de circuit de 3 points. Oui, mais gars, j'ai regardé une game là, 2 jours, Tony, que tu veux pas donner des. Tu peux pas donner des retraits, non, mais c'est quand que tu donnes ces retraits-là? C'est quoi la valeur? Tu sais, oui. C'est pas un joueur de deuxième but qui le met au troisième but quand c'est 2-1 ou 3 ou 2-1 ou 4-2. Tu sais, une grosse différence avec 2-1 ou 3-1 en 8e manche ou en 7e manche. Tu sais, moi, j'approchais la game complètement différent quand j'avais une avance de 2 points ou de 3 points ou de 1 point. De quelle façon tu t'approchais? Mais tu as 2 balles aucune prise sur le premier frappeur, tu as 2 points d'écart, mais là, je vais l'affronter, je vais lancer des fastballs. Mais si je n'ai pas d'écart, je vais l'affronter différemment parce que je vais être sûr qu'il ne peut pas un jump ship, je ne sais pas, à 2 balles aucune prise, mais là, je vais essayer d'être plus précis un petit peu. Mais quand tu essaies d'être plus précis, mais ta marge d'erreur est un petit peu moins grande. Fait que tu fais plus d'erreurs. Fait que veux pas, quand tu as 3 points d'avance, ça change complètement ton approche parce que tu sais qu'il y a 3 balles aucune prise. On lance des rapides parce que je ne veux pas donner un but gratuit. Je pense que c'est la même affaire avec les amortis. Tout le monde pense juste, on donne un retrait. Mais le retrait, c'est quand tu le donnes. La situation que tu le donnes, c'est complètement différent. Que je vais revenir à la game que je parlais il y a 2-3 jours avec Otani, qu'on parle de la façon que lui, il joue par rapport à OK, il vole des buts, tout le kit. Mais il a fait il y a eu un ballon sacrifice. C'était pas un ballon, c'était un ballon au champ gauche. Il était au 2e but, il est arrivé au 3e but. Tu sais, c'est juste le fait qu'il n'y a plus de 3e but. Ça change la game au complet. Ça leur donnait un point d'extra. Le gars, Freeman, tout le monde est rentré à l'intérieur. Freeman, il a juste fait un petit pepper. Il a frappé la balle au chanson. Un point marqué. Puis après ça, il y a eu 2 retraits vite. Il n'y aurait pas eu aucun point, mais c'est le base running. Fait que, tu sais, le bunt, c'est dur de dire, OK, ça a une valeur d'un retrait par rapport à l'ancien joueur. Oui, il y a une grosse valeur parce que ça dépend justement par rapport à c'est qui ton lanceur partant, c'est qui Terrell Bart qui s'en vient, c'est quoi le score, c'est quand dans le game. Mais toi, Roger, ça pose la question à toi. Tu t'ennuies dessus? Écoute, il y a du positif dans tout. Puis, le baseball moderne, pour certains, est moins intéressant parce que c'est soit un coup de circuit. Je vais te répondre ça. Comment je parlais à mon père. OK? Nos parents, nous autres, nos pères, quand ils parlaient de leur sport, ils disaient toujours dans notre temps. Ouais. Nous autres, on disait dans notre temps, c'est une autre façon. On regarde le temps qu'on a connu, il y avait beaucoup de vitesse. Les années 50, 60, la vitesse n'existait pas tant que ça. Le baseball des années 50, 60, c'est le baseball qu'on joue aujourd'hui, sauf à cette époque-là, un peu plus amorti. La grande différence entre le baseball 50, 60, c'est la relève. La relève d'aujourd'hui est tellement dominante qu'on n'avait pas auparavant. Tu sais, auparavant, les gars de 35 matchs, ils lançaient peut-être 20 matchs complets.
faut être honnête, là, les 20 matchs complets n'étaient pas aussi bons que le releveur qu'Éric a embarqué en 9e manche avec le point gaz. C'est pas la même chose. Fait que le baseball d'aujourd'hui, pour nous autres, j'aime pas ça dire baseball d'aujourd'hui parce que ça me fait penser quand je parlais à mon père. C'est des époques différentes de jeu. Ouais. Pour nous, on aimait ça. Mais le jeune d'aujourd'hui, il veut voir le gros frappeur. Il veut voir le lanceur qui lance à 100 000 à l'heure. Et Maddox, aujourd'hui, ne serait pas populaire avec les jeunes. Il serait plate. Même s'il gagnerait. Et le gars qui lance à 100 000 à l'heure. C'est pas clair si tu étais dans un pool de baseball. Il faut que tout le monde soit Un dans pool de baseball, mais pas pour les apprécier jeunes. statistiques. Exactement. C'est plate à dire. Oui, je m'ennuie, mais je m'ennuie d'une époque. Fait qu'il faut faire l'ajustement à l'époque aussi. C'est ça qui est plate. Ouais, mais tu sais, moi, je pense que des jeunes comme si on voit de plus en plus des jeunes de la Cruz comme à Cincinnati qui sont capables à un match d'avoir des 3-4 buts aussi, qui aussi Les gens adorent changent ça. la dynamique. Exactement. Fait que si on ramène un peu cette excitation-là, parce que comme tu dis. Mais je vais te poser une tu sais, question. Ouais. T'aimes-tu mieux 3 buts volés par match ou 2 coups de circuit? Moi, je suis un peu old school. J'aime ça un peu de diversité. Ça, je te dis ça. En fait, regarde, non, mais la réponse, c'est un peu le mélange des deux. Mais tu sais, on vient sur l'amorti. S'il y a quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'avoir au premier but, c'est un De La Cruz. Parce que dans le temps de te dire, il va être rendu au 3e. Puis ça se peut que ça y tente quand il volait le marbre. Tu comprends-tu? C'est une exception à la règle. Mais le fait que, tu sais, on parlait de Bobby Witt tantôt. Bobby Witt est capable de te faire mal, évidemment, avec son bâton, mais avec ses jambes aussi. Fait que si on est capable d'avoir un hybride de ces gars-là, ça devient le nouvelle mode d'un joueur complet. Es-tu d'accord à dire, Éric, toi, tu le vis régulièrement aux États-Unis? C'est pour la première fois qu'on commence à parler des buts volés au Tally depuis le début de l'année. Oui, parce qu'il y a tellement. On n'a pas parlé du impressionnant, tout de l'année. Non, c'est ça, c'est tellement. Il y a quoi, 38, 40 buts volés, je pense? Ben oui, là, on dit, hey, il s'en va vers les 50-50. Il va être le premier 40 avec les Dodgers pour un coup de circuit. Pourtant, il y a 40 buts volés. Ouais. On n'en parle Ouais, pas. non, c'est ça. La valeur des buts volés, c'est pas autant. Tu sais, on fait juste valoriser les home runs. J'ai écrit une petite affaire par rapport aux les buts sur balle ou les swing and miss, des choses comme ça, les élans manqués. Tu sais, les home runs, c'est le fun. C'est le fun. On a fait un commercial, check ding de long ball, c'est la même affaire dans le temps par rapport avec les Braves, avec tout. Ah ouais. Tout le monde aime ça, les home runs, parce que c'est le fun, c'est beau, tout le monde. Le monde ne comprend pas c'est quoi la valeur d'un but volé, ou d'un sacrifice, ou juste un ballon sacrifice, un gars qui va du 2e au 3e. C'est ça l'important. C'est ça qu'on parlait des playoffs, c'est ça qui va faire la grosse différence. Les équipes sont capables de faire des petites choses, comme on parlait de Minnesota, on parlait de Cleveland, on parlait de toutes ces équipes-là que Kansas City, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils jouent de cette façon-là parce qu'ils n'ont pas des Stanton, ils n'ont pas des Judge, ils n'ont pas des Soto. Fait que moi, je mets mon argent sur les équipes qui font la même affaire, qui ne changent pas leur style. Puis, tu arrives dans les playoffs, tu affrontes toujours les lanceurs numéro 1, numéro 2, puis les meilleurs releveurs 1, 2, 3. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu n'affronteras pas les gars qui vont arriver là du 3A, tu sais, c'est des joueurs moyens. Tu vas choisir les meilleurs joueurs tout le temps. Fait que veux pas, si t'es pas hot, on parle d'un gars comme Rod qui n'a jamais été capable de frapper dans les playoffs, ou un gars comme Barry Bonds qui n'a pas frappé dans les playoffs. C'est pas à cause qu'il n'est pas bon, c'est juste un moment donné, ça arrive, tu affrontes toujours le meilleur lanceur, puis tu t'affrontes pas du tout. Fait que tu sais, veux pas, c'est ça l'important. Maintenant, on parlait des bons, on parlait de la défensive. Je pense que c'est ça, pour moi, Witt, c'est un des meilleurs joueurs parce qu'il est capable de faire tout ça au complet. C'est sûr que c'est le fun de voir Ohtani qui frappe des home runs tout le temps, mais il ne joue pas défensivement. Mais il va les buts, c'est différent. On ne peut pas l'embarquer là-dedans. C'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas compliqué. Mais je pense, quand tu vas regarder dans les playoffs, quand tu vas avoir des games, c'est sûr que ce serait le fun d'avoir des games toujours de 7, des meilleurs de 7, parce que là, tu vois vraiment les bonnes équipes. C'est qui les meilleures équipes des deux. Mais je pense que c'est ça. Tu te concentres sur le pitching and defense. Puis, dans le temps, il disait que la vitesse, tu n'as aucun slump avec la vitesse, jamais. Tu peux toujours courir. Tu peux toujours courir. Fait que je pense que c'est ça, voir De La Cruz, voir les jeunes joueurs que tu vois un petit peu plus, c'est rendus des athlètes à cette heure. Tu sais, les jeunes, un gars comme moi, sont tous capables de faire au complet. Fait que là, la game va changer un peu parce que, veut pas, c'est sûr qu'on valorise les home runs, mais veut pas. Tu sais, quand tu as un retrait, tu ne veux pas donner les retraits, mais tu en as 27, mais tu as le retrait, un gars au deuxième but qui était capable de le bunter ou de tirer la balle vers la droite de l'avant-champ, mais là, ça fait un point gratuit quasiment. Fait que... Là, je vais faire un commentaire avec une question qui n'était pas prévue. Ça me fait plaisir quand je fais ça. Le commentaire, je pense que, Max, en temps et lieu, dans quelques années, tu vas revenir au vol de but à cause de ce qu'Éric vient de te dire. De plus en plus, les jeunes deviennent des coureurs aussi et non pas juste des frappeurs. Regarde les jeunes qui montent, ils volent des buts aussi. Là. On parlait de La Cruz, c'en est un. On parle de Witt. Mais ma question, moi, qui me frustre beaucoup, c'est qu'en deuxième, puis à troisième, puis quatrième manche, qu'on donne un but sur le balle à Aaron Judge intentionnel. Éric,
Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me frustre. Hey, c'est de sa Je viens faute. mauvais, C'est de je viens sa faute. mauvais. Ben, C'est sa faute, parce Ali. qu'Éric va avoir une longue explication, mais en tant que fan, que tu sois au stade ou à la télévision, c'est décevant, ça manque un peu de courage. Comme tu l'as dit, c'est dans la deuxième manche. Moi, si j'étais un lanceur, je trouve ça insultant que mon coach me demande ça quand je sais que je suis là pour une raison. Je suis majeur parce que je suis capable d'affronter les Aaron Judge de ce monde. Fait que, entièrement d'accord. Moi, je trouve que c'est. Non, je te laisse répondre, Éric, mais je pense qu'on peut sentir. C'est sûr, on parle d'un show. Là, si tu parles de regarder un show puis avoir le plus entertainment value, c'est sûr que tu vas devoir affronter. Tu changes le règlement, plus le droit de but sur balle jusqu'en 8e manche, en 7e manche, mettons, là, tu peux faire ça. Mais écoute, c'est Aaron Judge. Aaron Judge, on parlait d'un bon. Tu vas dire, si tu veux un but sur balle intentionnel en 3, 4, 5e, 6e manche, il y a une raison pourquoi. Parce que tu vois la vraie valeur d'un joueur comme ça. Fait qu'écoute, ça fait partie de la game. C'est ça qui est le fun, c'est le joueur après, c'est Soto qui frappe après, je ne sais pas c'est qui frappe après lui. Non, c'est Stanton après. Il n'y a pas le choix Stanton. d'après Stanton, bien qu'il est là, mais moi, ce que je trouve, moi, là, si, mettons que tu affrontes, tu t'appelles les Orioles et tu affrontes les Yankees, je vais être d'accord. Mais quand les Blue Jays affrontent les Yankees puis ils donnent les buts sur balle en deuxième manche, là, je ne suis plus d'accord. J'avoue un petit peu que tu sais quand C'est là que l'équipe ça me est. frustre. C'est ça. Ben, Quand moi, tu vois, l'équipe justement, j'allais est pas dire, si je suis mineur. Baltimore, je ne veux pas envoyer comme Baltimore, message. je suis d'accord, j'ai sont peur dans de la course toi, un tu sais, contre l'autre. mais- Ouais. Les Blue Jays sont dans la seule course qui sont arrivés à battre la lunch après la game. Ouais, mais tu essaies de jouer la game, à toutes les games, tu essaies de montrer à tes jeunes comment tu joues la game. C'est D'accord vraiment avec ça toi. le plus important. Tu veux gagner, mais tu veux pas dire, OK, là, aujourd'hui, on a besoin de gagner, fait qu'on va commencer à jouer comme des gagnants. Fait que tu essaies vraiment de faire ça à toutes les games. Je pense que c'est ça, les Blue Jays, c'est important pour moi, les jeunes. OK, on comprend la game, c'est quoi l'astuce exactement, c'est qui qu'on affronte, puis être intelligent là-dedans. Fait que tu sais, on chiale par rapport à ça, mais le plus important, c'est de montrer aux jeunes, c'est quoi, comment qu'on gagne, mais il faut savoir c'est qui les joueurs qui sont capables de te battre. Un gars comme Barry Bonds dans le temps. Tu sais, ces jeunes-là, ils essayent de prouver quelque chose aussi. Tu sais, c'est pas juste, OK, c'est nous autres, on veut les voir frapper. Oui, je veux les voir frapper tout le temps. Mais les jeunes apprennent à être intelligents. Comme qui t'affronte, c'est qui qui a besoin de ça, c'est qui qui va avoir le plus de dommages, de damage dans le line-up. Mais on sait tous que c'est Judge. Après ça, tu as Stanton qui est d'homme un petit peu. Fait que tu sais, c'est là, on va se concentrer sur Judge, on l'affronte pas. Puis moi, mon ERA va être beaucoup moins haut à cause de ça, je pense. Hey, le temps passe, messieurs, puis il y a encore 3 sujets que je vais aborder. Peux-tu 2 l'aborder par un autre semaine. avant? Ouais, vas-y donc. C'est parce que c'est encore cette semaine, il y a un sujet dans le baseball majeur que le baseball étudie. Puis je vais demander à Eric ce qu'il en pense, puis toi aussi, Max. Ah ouais, je sais où ce Vous que pouvez tu venir, t'en hein? vas. Vous voyez venir. Ouais. Que le lanceur doit lancer 6 manches. Oh my God. Je savais Oui, pas si j'allais my God. l'amener parce que je m'attendais à cette Oui, réaction. oui, oui. Ben, c'est loufoque, ça, c'est impossible. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais à ton lanceur partant qui donne 8 points en 2 manches? Tu le laisses là, comment Mais détruire ils une disent confiance, 4 points là? mérités, tu peux l'enlever. Ou une blessure. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Eric? Comme joueur? Là, tout d'un coup, il valorise un lanceur partant lancer plus que 4 manches. Là, c'est quoi qui arrive avec l'opener? Hein? C'est ça qui va l'éliminer. L'opener, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est le gars qui a lancé 2 manches. Ça, c'est OK. On parle de. Oh my God. Hey, c'est Oui. incroyable. Là. C'est incroyable qu'ils sont rendus. Je t'ai amené du chandois sur ça. Là, excusez-moi, les gars. Non, je le Ah, savais. non, mais je c'est l'ai parfait, vu. c'est Je savais même parfait. pas que quand j'ai regardé sur social media, j'ai regardé ça. Je dis, voyons, c'est une joke, ça. Et j'en viens même pas que MLB sont capables de dire qu'ils vont peut-être penser à ça. Surtout penser. Juste penser, là, c'est ridicule. Là. C'est quoi qu'ils font, là? C'est comme des. C'est quoi? Ils vont forcer les joueurs à lancer? Ils vont forcer les joueurs à faire ça? Ils vont forcer les coachs? C'est quoi, là? Je comprends pas. C'est quoi l'idée derrière ça? Les blessures, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. Là. Ça veut dire que ton Aucune joueur idée. blessé, lanceur, il peut pas commencer un match parce qu'on va juste donner 2 manches. Mais ils vont juste faire semblant de se blesser, c'est pas compliqué. Là. Ah, Ouais, j'ai une ampoule imaginaire sur l'index et tout. Moi, avant de non, mais c'est passer ça. au règlement de Je me suspense- demandais là, aux joueurs qu'est-ce qu'ils en pensaient, parce que je suis certain que nous, comme partisans, Max, on a la même réaction, ça n'a pas de bon sens, mais comme joueur, c'est ça que je voulais savoir. Mais regarde, le problème, c'est pas compliqué. C'est la même chose qu'ils ont fait avec les strikeouts. C'est la même chose qu'on parlait des joueurs de Halliday qui essaient de frapper des home runs, qui montent, qui essaient de montrer comment frapper la balle à 18 degrés, la launch angle, des choses comme ça. Ça, c'est l'innocence de ne pas savoir ce qui arrive à montrer quelqu'un long terme. Il y a plus C'est de rendu des strikeouts. cours de géométrie pour plus frapper une plat. balle. Ah, mais c'est ça. C'est pas facile de frapper une balle. Tu ne penseras pas à faire ça. Là. Tu sais, tu as une façon, un certain pattern que toi, tu swings, que ton corps bouge. Là, après ça, ils vont dire les 6 manches. Pourquoi tu ne montres pas à tes joueurs comment lancer plus que 4-5 manches? Même MLB, pourquoi ils ne vont pas aux propriétaires des gars, là, on a été ridicules. On a fait des niaiseries. On a pensé à faire des choses qu'on n'aurait pas pensé à faire ça avant. Puis ça l'a
Vous allez diminuer la qualité du produit. Faites juste dire ça. On essaie de changer le produit. Bon, mais monte aux jeunes comment lancer plus de manches. Arrête de te concentrer sur les 150 000 à l'heure les lanceurs. Concentre-toi sur les gars qui sont capables de lancer des sinkers. Concentre-toi sur les joueurs qui sont capables de lancer. Arrête de drafter des gars à 18, 19, 20 ans qui lancent à 100 000 à l'heure, qui vont se blesser 2 semaines après. Commence à drafter des gars qui sont capables de lancer des balles au-dessus de la plaque. Ouais. Qui sont capables de Ou du moins montrer à ceux qui lancent à 100 000 à l'heure de comment tu es capable de changer justement. Oui, exactement. Mais il y a une raison. Ouais. Là, ils vont chialer ses blessures. Pourquoi il y a plus de blessures? Hein? Je pense que tout le monde lance à 100 Tout le monde, il n'y a pas personne qui lance à 80 dans le temps que Greg Maddox faisait. Arrivé sur mon il lançait à 80-90 puis quand ça tentait, une fois de temps en temps, il lançait à 95 000 à l'heure. La même chose. Tu sais, le point que tu soulèves tout à l'heure que tu as mentionné, Eric, il ne lance pas selon la marque. C'est-à-dire, si tu mènes 5-0, arrête de les lancer à 100 000 à l'heure, là, arrête. Là. Verlander, c'est le meilleur exemple. Verlander, dans le temps, il lançait 92, 95, 94 pendant 4, 5, 6 manches. Puis à un moment donné, vous arrivez en 6, 7e, 8e manche, il a besoin d'un retrait au bâton, 98, 99. Ouais. Pourquoi il a fait ça? Parce que tu n'es pas obligé d'être à 100 000 à l'heure tout le temps. Tu sais, quand tu chauffes ton char, tu n'es pas en première vitesse, puis tu restes à 5 000 RPM tout le temps dans le tapis. Là. C'est la même affaire en tant que lanceur partant. Tu ne peux pas toujours lancer à 100 Là, les blessures, ils se demandent pourquoi. Ils vont dire, c'est-tu le training? C'est-tu le driveline? C'est-tu pourquoi tes joueurs ne frappent pas? Pourquoi les lanceurs ne lancent pas longtemps? C'est pas compliqué, c'est vos coachs. C'est pas compliqué, c'est la façon que vous utilisez le data, l'analytique. Vous n'êtes pas capable de prendre le data et de ne pas juste vous fier là-dessus, vous fier le joueur. Okay, on va parler de skills plus tard. Là. Tu sais, montrez-leur comment lancer plus de manches. Moi, dis-y, gars, va voir un gars comme Greg Maddox qui dit, gars, là, lance ta première fastball, premier lancer une fastball prise. C'est pas compliqué, là. Fais juste ça à chaque fois. Je te garantis que tu vas avoir du succès tout le temps. Mais là, ils ne montrent pas ça. Ils montrent leur premier pitch, on va lancer une curveball, swing and miss, swing and miss. C'est ça le problème. Arrêtez MLB, là, à la place de te mettre la tête dans. D'essayer de trouver des solutions ridicules, à mettre des plus gros buts, à changer au complet. Regarde-toi dans le miroir, demande-toi pourquoi que le produit est moins bon. Pourquoi que les jeunes regardent moins la game. C'est pas à cause que c'est pas assez vite, c'est à cause qu'elle est plate. Pourquoi qu'elle est plate? Parce qu'il y a des choses, la façon qu'il a été montré aux jeunes à frapper, la façon qu'il a été montré à lancer. Fait juste dire OK, on va s'ajuster différemment. Commence pas à faire des changements. C'est un dictatorship. Là. Tu ne veux pas faire ça. Là. On est rendu loin là-dedans. Mais justement, par contre, on va leur donner un petit clin d'œil parce qu'il était temps. Puis, en fait, ils l'ont ramené cette année. Je ne sais même pas pourquoi ils avaient arrêté de le faire, mais c'était ce qu'on appelle le Players Weekend, la fin de semaine des joueurs qui veulent rendre hommage, évidemment, soit avec leurs souliers, soit avec leurs bâtons, à des gens qui les inspiraient, à des choses qui les amusent dans la vie. On en parlait tantôt. Aaron Judge qui a rendu hommage à un de ses coachs, je pense, quand il était au high school. Au high school, évidemment, j'allais dire nous comparer un peu dans le bantam ou midget, mais au high school, tu sais. J'aime ça quand on laisse. Je peux pas croire que, oui, ça prend on pourrait pas faire ça tout le temps, mais Colin, que c'est le fun à voir quand pendant une fin de semaine, on est capable de prendre la game puis ramener ça où tout le monde, peu importe ton âge, que ce soit dans les estrades ou sur le terrain, on est tous. Moi, les gars, là, je vais vous faire un exemple. Là. Moi, mon coup de cœur hier, et peut-être pour l'année, mais rappelle-moi parce que ma mémoire va partir encore. C'est lors du match des petites ligues hier après-midi. Il y a des joueurs des Tigers avec l'uniforme des Tigers, le blouson des Tigers assis avec les jeunes des estrades. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Pour moi. Tu es un jeune, tu es assis dans les estrades, il y a un match de petite ligue qui joue, les joueurs des Tigers et les joueurs sont assis à côté de toi dans les estrades. Quel beau match. Écoute, c'est des souvenirs inoubliables parce que pour ceux qui ne le savent pas, ben là, évidemment, on est sur le point de commencer la Little League World Series. Évidemment, le Canada est toujours représenté. Je ne sais pas si c'est une équipe. Souvent, le Québec est aussi. On est quand même. C'est l'équipe de la Colombie-Britannique cette année. Mais le Québec, on n'a pas c'est les Diamonds qui sont très forts. C'est monsieur. Tu regardes tout ça aller. Ils sont très bons, bien organisés. L'organisation de Mirabel. Mais oui, comme j'ai dit, souvent, on a des jeunes de chez nous qui ont la chance de nous représenter. Et ça va m'amener un lien aussi. J'ai l'air d'aller assez vite parce qu'il me reste quelques sujets à traiter avant qu'on embarque dans nos segments des capitales et des aigles. On parle des jeunes, justement. On a 4 Québécois présentement dans la Ligue majeure. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Édouard Julien.
On a-tu 5? On est rendu à 5? Il y a Lopez à Miami, il y a le blanc avec les Angels, évidemment Abraham à Toro, que je m'en vais voir à Cincinnati dans 2 semaines, et Edouard Julien. Edouard, il fait un peu la navette entre autres. D'après moi, Guerrero, il vient-tu d'ailleurs? On le mentionne jamais, je le sais. On le mentionne Et jamais. pourtant, parce que Lopez, lui, il n'est pas né québécois, là. Mais Guerrero, il est Mais c'est un Québécois, ne pas confondre. Mais Guerrero, il est né chez nous. Ah, je ne savais pas. Mais regarde, Il est à Montréal. On a 5 d'abord. C'est ça. On a 5. Mais oui, c'est même, c'est 5. Parce que tu parlais des moi, ce qui me frustre, on met Guerrero québécois quand ça nous tente. Quand ça ne nous tente pas, on ne le met pas. Dans mon cas, c'est un simple oubli. Je suis vraiment désolé, ça a été un simple oubli. C'est pas juste toi. Non, je vise pas toi. C'est ça qui est partout écrit dans les nouvelles. On voulait dire un produit québécois. Un produit québécois. Il est beau au Québec, c'est québécois. Vlad, c'est notre sirop d'érable du baseball. C'est ça qu'on va dire. Et je vais faire un petit clin d'œil aussi d'ailleurs. Oui, mais je vais quand même aussi faire un petit clin d'œil aussi du côté de Baseball Québec parce qu'on a aussi fini 2e au championnat canadien la semaine passée. Mais on vient à ce qu'on dit souvent, quand on parle de la santé du baseball au Québec. Je veux dire, c'est quand la dernière fois qu'on a eu 4 Québécois, 5 si on inclut Vlad, qui étaient des majeurs, avec d'autres qui sont pas loin non plus, qui se développent super bien. C'est encore pire que ça. La dernière fois qu'on a eu 4 Québécois puis aucun lanceur. Ah, c'est vrai. Wow, ça, c'est un excellent point aussi parce que, évidemment, pendant longtemps, c'était un peu notre spécialité. Ça, c'est la faute d'Éric Gagné, évidemment. Mais. Là, j'ai rendu l'effet Russell Martin. Oui, exactement. Mais donc, c'est bon à voir, je suis content. Puis, tu vois, moi, je m'en vais sur un voyage de baseball. Je vais prendre le temps d'aller voir. Salut aux gens de chez nous qui, justement, jouent dans le Sud. Je trouve ça très réconfortant. Je trouve ça très inspirant. J'espère que les gens le remarquent. Fait que si vous demandez si au baseball, sur le Québec, il y a encore du bon baseball, regardez ce qui se passe des majeurs, on a la réponse. Je vais y aller là-dessus tout de suite. Mais en fait, je vais 2 secondes, parce qu'on a parlé de la fin de semaine des joueurs, Max, on a parlé des joueurs québécois, oui. Pour la première fois depuis qu'on fait un show, tu n'as pas eu le contrôle aujourd'hui. Ouais, mais c'est ma grippe médiévale qui OK, c'est correct. Non, mais il y avait tellement de sujets, puis j'ai hâte d'embarquer au dernier. Je pense qu'on va y aller quasiment tout de suite parce que je pense qu'on va peut-être en avoir long à dire là-dessus. J'ai adoré l'histoire parce que moi, je m'attends à ce que tu aies des anecdotes, Roger. Je sais qu'Éric en a une aussi. Moi, je suis très croyant à ça. On va venir à notre cher ami Mookie Betts qui a refusé de coucher à l'hôtel Pfister à Milwaukee. Pfister, merci. C'est un hôtel qui est reconnu. C'est un vieil hôtel. Il y a un fantôme. Il y a un fantôme. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai lu. Éric a vécu là, pas une seule, tu sais, Éric de l'hôtel qui est fantôme. Vas-y donc, parce qu'Éric, tu m'en as raconté une hier que j'ai trouvé quand même assez pas pire. Ouais, le monde m'empêche un peu craqué, là, mais je pense que j'ai parlé un peu au fantôme là-bas. Oui, je ne restais pas là. La dernière année, je n'ai pas resté là, je suis allé au casino à la place. Ah, OK. Les 2 je suis allé rester là, je cherchais le fantôme. Ah, mon Dieu. Hey, c'est vraiment un freak-out. C'est vraiment bizarre comme hôtel. En 1893, puis toutes les histoires de ça. Je pense que c'est Carlos Martinez qui a commencé la première fois qui a tweeté ça. Il a dit OK, je me suis fait toucher par le fantôme. Mais moi, j'ai fait une entrevue justement là-dessus qu'il y avait moi, Adrian Beltre, il y avait 5-6 joueurs des Dodgers qui ne restaient pas à l'hôtel, justement. On demandait de ne pas rester là. Ah ouais, hein? Mm-hmm. Ah ouais, c'est vraiment creepy. C'est vraiment bizarre comme hôtel. C'est vraiment hanté. Mais pourquoi est-ce que les équipes s'entêtent? Pourquoi est-ce que les équipes s'entêtent à loger les joueurs là? Parce que c'est un bel As-tu été à Milwaukee? As-tu été à Milwaukee? Ouais, j'ai été une fois. Ouais, tu ouvrais un autre hôtel. Non, mais en fait, moi, il y avait Bryce Harper. Bryce Harper racontait l'histoire. J'ai lu, écoute, honnêtement, des joueurs qui ont des expériences de. J'entendais courir dans ma chambre. Je me souviens, je pense que c'est Mike Cameron qui a demandé à lui, il a dit hey, vous êtes le bienvenu de faire la party ici, ça vous fait, ça vous tente, mais soyez juste tranquille, j'ai une game demain. Et qui dit après ça, tout a été tranquille. Bryce Harper racontait qu'avant de se coucher sur la table qu'il avait dans la chambre, il avait mis son linge du lendemain, là, ses pantalons, son t-shirt, puis ce qu'il allait porter pour l'avant-match, là, pour se rendre au stade. C'était plié sur une table et quand il s'est réveillé, le linge était à terre et la table était rendue à l'autre bout de la chambre. Ça, c'est peut-être des joueurs aussi qui ont fait ça. Non, mais en fait, tu rentres dans la chambre pendant la nuit sans réveiller l'autre, puis honnêtement, puis il dit, en tout cas, c'est d'autres joueurs qui ont fait un coup, puis c'est arrivé il y a plusieurs années, ils ont fermé leur gueule, puis ils n'ont rien dit jusqu'à là. Non, mais moi, c'était la TV. La TV était on and off, je ne savais pas. C'est peut-être facile de se promener dans
d'un chambre et dire le remote on and off, là, mais je veux dire, moi, j'ai eu bizarre. C'était bizarre. C'était comme, tu te sens, il y a comme il y a un petit peu de weird feeling là-bas. Et c'est vraiment, en plus que déjà, si tu es moyennement croyant à ça, puis tu as les histoires qui rentrent là, tu regardes l'histoire de ça, c'est vraiment, il y a beaucoup d'histoires. Puis je pense qu'il y en a une, il y a un suicide dans une des chambres, des choses comme ça, c'était vraiment incroyable. Fait que moi, je me suis dit, là, je vais même dormir, j'ai pas même pensé à ça, fait que je vais aller dans un autre hôtel. Toi, Roger, qui était sur la route souvent avec des expos, puis évidemment, avec bien l'équipe en général aussi. T'as-tu entendu ce genre d'histoire-là? Y a-tu d'autres endroits où les gens disaient, regarde, moi, je vais pas là? Non, ça, c'est une légende vivante. Ouais. C'est drôle de dire ça, un fantôme vivant. Tu sais, la première chose, aussitôt qu'on s'était à Milwaukee la première fois, la première chose qu'ils m'ont dit, prépare-toi, Roger, il y a des fantômes. La chose la plus drôle, c'est quand tu prends un ascenseur, puis tout le monde dit qu'il n'y a pas de 13e étage. Peut-être c'est moi qui ne sais pas compter, mais entre 12 et 14, il n'y a pas un vide, là. Je ne suis pas sûr, là, mais je ne pense pas qu'il y ait un vide au 13e étage. Ça, c'est l'affaire qui me ferait le plus. Mets-moi pas au 13e. Il n'y en a pas. Eh oui, mais il n'y en a pas. Et où? 12, 14. La chambre 13 du 13e étage. La chambre 13. Ça, souvent. Ça, moi, une fois que j'avais tellement ri, j'étais directeur des voyages et j'avais Ellis Valentine, pour les gens qui ne connaissaient pas, de 6 pieds 3, 240. Puis là, on était dans un hôtel, puis il m'appelle, il dit, Roger, il dit, j'ai un problème. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, un lit ici à ta grandeur. On peut-tu en avoir un plus grand, s'il vous plaît? Fait que ça, des fois, tu vois avec les joueurs des plus grands lits, dépendant qui est joueur, c'est tout. Mais à part de ça, je pense que le Milwaukee est très dur à battre. Très dur à battre. Mais j'allais dire, y a-t-il des superstitions? Ce que tu dis, tu sais, quand l'équipe est dans une mauvaise séquence ou tu sais, que tu es une équipe, tu sais, je vais donner un exemple bien niaiseux. Tu sais, les Twins, tu sais, leur bête noire, c'est Yankees de New York. Quand tu sais que tu t'en vas jouer contre une ville qui, en général, pour une raison quelconque, trouve toujours une façon de te battre, est-ce qu'il y a une discussion à l'interne ou au deuxième étage de dire, OK, là, on essaye tout, là, ben, vous mettre les calottes à l'envers, on change-tu d'hôtel ou. Ça fait partie des superstitions. Ça fait partie des superstitions, non? Ben oui, en tant que joueur, tu vas changer un petit peu. Aussi dans le temps, je ne sais pas si ça arrivait sûrement à walker un peu, mais tu avais toujours des wake-up calls à 2 h du matin. Ah oui, ça, tout le monde t'appelait. Fait que là, à un moment donné, ils savent dans quel hôtel que tu restes. Quel nom tu utilisais, toi, Eric? Moi, c'était Fred Flintstone. Pour vrai? moi, quand je vais en voyage quelque part, j'étais en voyage à noces, j'ai réussi au nom de ma femme, l'hôtel. Puis j'étais arrivé là, il y a des gens qui nous cherchaient, des Québécois qui étaient là, qui savaient qu'on était là, ils nous cherchaient. Fait que, écoute bien, il y en a, c'est des noms, tu n'essayes pas de les joindre, tu n'as pas de chance. C'est pas leur nom. Ben, Fred Flintstone, il faut les penser. C'était quoi l'autre? L'autre, tu ne peux pas le dire, c'est ça? Non, là, je ne peux pas le dire. Baseball Québec ne sera pas content. Oh! OK, déjà, là, le potin. Donc, tu sais, c'est des noms. Parce que, comme Eric dit, tu es dans des villes, les gens, ils appellent. Et puis, malheureusement, les gens à l'hôtel, vous voulez parler à qui? OK, merci. Ils te passent tout de suite. Tu sais, c'est ça qui est plate des fois. Ouais, mais enfin, encore une fois, c'était pas trop long, encore une fois. Ben, ça fait partie aussi de on va déranger l'équipe adverse pour, tu sais, combien de fois on entendait ça au hockey que quand les gens savaient où le Canadien allait coucher à Boston, les fans des Bruins allaient faire du bruit dans la rue jusqu'à 2 h du matin, là, tu sais. Ou tu as un breakfast à 500$ qui arrive à 6 h le matin que tu n'as pas commandé. Mais ça, je faisais ça, moi. Mais toi, tu le faisais pour la vraie, tu voulais le manger. Moi, je le faisais. J'ai envoyé un déjeuner à la porte d'un des gars, puis ça arrivait. À un moment donné, René Lavigueur, qui était notre soigneur, qui a travaillé pendant des années avec les Nordiques, on avait un dîner, on était une dizaine pour manger. Là, la facture est arrivée. Je dis, ma facture m'a payé, il était content. Mais j'ai signé René Lavigueur puis sa chambre. Le lendemain, quand il est sorti, puis il a vu le prix, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est 100$ pour un déjeuner. Honnêtement, l'omelette devait être bonne, pas à peu près. Ah, il était bon. Ben, je vais t'expliquer, quand tu vas à New York, puis tu prends un déjeuner à l'hôtel, soit Waldorf ou Hyatt, c'est ton per diem qui passe. Ouais. Ça passe vite. Puis ton per diem pour toute la fin de semaine passe sur un repas, là, c'est sûr. New York, là, c'est pas une ville pour c'est une ville, trouve-toi un restaurant autour. C'est pour ça que pendant mon voyage de baseball la semaine prochaine, je commence par Cincinnati puis Cleveland. Ça va être pas super, je pense, dans mes dépenses de per diem. Hey, mais ça, on va aller du côté de la Ligue. Si tu vas à Cincinnati, va voir, j'ai encore le restaurant de rib dans la ruelle. Je suis sérieux. Il y a un excellent, mais je ne sais pas si c'est encore là. Tu es dans une ruelle. Pas loin du stade? Pas loin du stade, j'imagine? Ou j'arrive là et je demande, il est où votre restaurant de ribs dans la ruelle? M'en dis s'il existe encore. OK. Non, mais je vais poser la question. Non, ben,
Es-tu allé, toi, là, Eric? Non, j'ai jamais été, mais moi, j'allais chez Jack Ruby Steakhouse. Ah oui, Jack Ruby, oui, c'était bon. Ça, c'est au school. Tu sais, la chose à voir à Cincinnati, c'est la fontaine. Il y a une fontaine d'eau, tout le monde se regroupe là. Puis après, tu as vu la fontaine, il n'y a plus rien à voir. Non, puis d'ailleurs, Il y a Fontaine les faisait casinos, partie de l'ouverture d'une émission télé historique. WKRP. Non, Exactement. WKRP. WKRP de Cincinnati avec Lonnie Anderson. Qui Oui. ne peut ne pas oublier Lonnie Anderson? Bon, les Elle gars, a on va marié qui, divaguer. elle? Oh, elle a marié qui, elle? Burt Reynolds. Ouais, là, go. Elle a divorcé Hein? qui, elle? Burt Reynolds, j'imagine. Messieurs, on va du côté de la Ligue Frontier. Quelques instants, on va commencer à y aller du côté des Aigles de Trois-Rivières. Non, on m'indique qu'on y va du côté des Capitales, si je me fie au logo présentement. On y va du côté du Stade Canac. Ben écoute, je pense que les Capitales, on en a parlé souvent. On a parlé avec Michel, on a parlé avec Carl Julena aussi. Je pense que les Capitales répètent leur tradition de décider que, bon, on a gardé ça serré une partie de la saison pour que ça soit excitant pour les autres équipes. Maintenant, leur sac des volets, puis on décide qu'on est en première place. Donc, quand même, ils mènent par 9 matchs, si je ne me trompe pas, sur la deuxième place. Donc, on a à peu près 84-85 matchs joués déjà dans la saison. La saison, tu me diras si je me trompe, Eric, mais je pense que c'est autour de 94-95 games. Je pense que c'est un chiffre pair. Mais donc, la fin de saison approche. De toute façon, on est rendu à la fin août. Donc, les capitaines ont décidé qu'elle allait plus rendre ça intéressant. Ils ont décidé que, bon, la première place, c'est nous autres. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la Ligue Frontier, c'est la première place qui, évidemment, a une confirmation pour les séries. Ça, il n'y a aucune surprise, évidemment, c'est ça le principe. Mais après ça, c'est la deuxième et la troisième qui ont un match de suicide pour après ça tomber dans les séries. Avant qu'on commence le podcast, tu me disais, Roger, qu'on a encore retiré un autre chandail. Un ancien coéquipier à Eric, M. Boucher, qui a joué avec lui à Québec. Oui, M. Boucher, c'est un des bons gars, ça. C'est un gars que j'ai joué avec en 2009 à Québec. Puis aussi, quand je suis revenu à Ottawa, j'ai lancé une game avec les Ottawa dans la même ligue, dans le fond, avec Marzo qui était là. Fait que c'est vraiment un gentleman, il mérite ça parce qu'il a eu une belle carrière. Je pense qu'il a joué 9 ans à Québec ou 9 ans dans la Ligue indépendante, baseball indépendant. C'est le fun de voir que les capitales qui reconnaissent vraiment l'impact qu'il y a eu au baseball au Québec, puis qui encore, justement. C'est le fun. C'est vraiment les capitales des Yankees à Québec, en fond. C'est vraiment une belle organisation. C'est un gars qui vient de la région de Gatineau. Oui, parce que là, c'est un gars qui est de la région de Gatineau. On ne parle pas de Denis Boucher, là. Sans aucun doute. Non, pas Denis. Non, mais c'est ça, c'est parce que tantôt, on dit M. Boucher. Sébastien. Que ça soit clair. Sébastien. Je voulais que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent qu'on ne parlait pas de Denis. Ils jouent aussi ensemble dans le temps avec moi à Québec. Il a remporté 5 championnats de suite, justement, avec les Capitales. Et c'est un joueur, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est un joueur qui était aimé et taquiné par ses coéquipiers. Parce qu'il était pro. Il était réellement un joueur incroyable. Un choix des Mariners de Seattle. Il n'a pas joué au baseball majeur, mais il a joué du baseball 2A, 3A. Ensuite, ça, il est impliqué à Ottawa et encore aujourd'hui impliqué dans le baseball dans la région d'Ottawa. Tu sais, c'est. Quand tu regardes ça, là. Ah oui. Sans aucun doute. Mais en fait, il a joué à Eddie Lantigua avec Carl Julena comme ancien joueur. Ouais. Mais ce qui est le fun du côté des Capitales, puis, tu sais, je veux dire, on n'est pas, tu sais, on dirait quasiment que ça fait un peu biaisé parce que, tu sais, cette année, justement, tu sais, il y a eu Eric, il y a eu Carl, il y a Sébastien Boucher. Mais il faut quand même aussi venir à la conclusion, par l'évidence, que les Québécois ont énormément contribué non seulement au succès commercial des Capitales, mais sur le terrain aussi. Mais tu sais, ce gars avec les Capitales, lui, là, il a fini sa carrière avec la deuxième meilleure moyenne de toute l'histoire, 319. Même chose pour les points produits et les triples. Il est troisième pour les coups sûrs à 564. Alors, tu le regardes d'aller, il a connu toute une carrière. Exactement. Et maintenant, on va prendre le temps aussi d'aller du côté de Trois-Rivières. Exactement, ce qu'on appelle un petit tour chez les Aigles. J'aimerais ça que la nouvelle soit un peu meilleure. Moi, je regarde, ça peut les consoler, je porte quand même leur hoodie présentement parce qu'ils sèchent à Winigan. Je suis pas loin d'eux autres, c'est comme une belle journée d'automne présentement dehors. Mais Colin, tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu, on savait que c'était un voyage, en fait, une séquence de matchs assez difficile. Il se tapait du Tri-City, du Ottawa, du Capital encore une fois aussi. Toutes les équipes qui se battaient chaudement pour la deuxième, troisième place.
Se retrouve 4e. Encore des chances, évidemment, de faire les séries, mais là, ça commence à vraiment. On s'entend que, comme je l'ai dit, comme c'est les 2e et 3e places, ils sont à 4 matchs de la 3e place, si je ne me trompe pas, avec une fiche de 40 et 42. Une séquence de 2 victoires présentement. Un beau noyau de joueurs. Du côté, Roger t'a parlé tantôt un peu. Mais leur joueur dans les cours va bien. 2 fois cette semaine, un coup sûr, un coup de circuit pour mettre fin au match face au Capital. Fait la même chose le lendemain, un coup sûr cette fois-là. Là. Le joueur dans les cours, Max, Ouais. Oui, James Simbert. il va bien. Merci. Il a connu une très, très Ouais. belle séquence. Oui, puis c'est un joueur recrue, ce que je cherche. Mais non, mais il y a un beau noyau. Moi, je les ai vus jouer aussi. Mais ça montre aussi le côté compétitif parce que je regardais même la nouvelle équipe, les New England. Bon, le nom va m'en venir, pas Broadcast, mais un truc comme ça. Excusez-moi. Mais, tu sais, vraiment un début de saison, mais comme, tu sais, quasiment à l'honneur des White Sox de Chicago. Et Oui. qui ont évidemment monté, ils sont rendus 5e sur 8. Tu sais, je veux dire, c'est ça que j'aime vraiment de la Frontier League. Le talent, tu sais, est égal un peu partout. Puis les revirements tu sais, la saison n'est pas finie jusqu'à temps que la saison soit exactement finie. Donc, parce que moi, l'équipe d'expansion, je me dis, mon Dieu, déjà, les joueurs doivent se dire, OK, on va se concentrer sur l'année prochaine. Puis déjà, tu vois, depuis quelques temps, se sont réveillés. Fait que, on souhaite quand même bonne chance aux Aigles de Trois-Rivières. La saison n'est pas finie. Le noyau est là pour rester pendant un bout. Fait que, Mais là, cette semaine, ils jouent mardi, mercredi, jeudi à Québec. Une grosse série pour eux autres. Là. Ben, c'est pas Parce mal que là que ça se s'ils décide. balaient les capitales, sont dans la course pour faire des séries. Là. Une Ouais, grosse puis là, tu série. te demandes, est-ce que là, justement, parce que les Capitals ont pas mal aussi confirmé leur première place, tu commences à donner une petite journée de congé aux gars, à gauche et à droite aussi, sans tu n'es pas en train de dire de donner une chance aux aigles, aux autres équipes qui vont affronter. Mais écoute, moi, en fait, à la fin du podcast, je descends à Québec pour participer au Festival Comédia. Je suis là toute la semaine, donc vous allez me voir au Stade Canane parce que ça va certainement être très excitant. C'était le segment Canac et on va au dernier segment du podcast, évidemment. Et on est du côté du segment Bet365 parce qu'évidemment, avec Bet365, ce n'est jamais ordinaire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que toutes nos prédictions en général ne sont pas bonnes. Mais joke à part, non, mais on va revenir sur. Dans les prochaines semaines, ça va être drôle de voir ce qu'on avait prédit, évidemment, sur les équipes et sur les joueurs en général. On va y aller ici du côté de la Ligue américaine pour les recrues de l'année. Et le premier nom me surprend un peu parce que je dois dire que je suis un fan, évidemment. Bon, je vais arrêter de fonder mon amour pour les Orioles, mais de déclarer à haute voix. Mais Kaiser, honnêtement, vient de se réveiller, mais ça a été un long. Mais c'est quoi son début cri de là-bas, l'avoir là, s'il se présente au bâton et il fait un jeu spectaculaire? Kaiser? Oui. Je ne sais pas, c'est ça que tu me l'annonces ou Le tu cri fais d'une partie du vache. voyage? T'entends les gens crier Mouh! Mouh! Kaiser, ben oui, Kaiser. Ben oui, pour vrai, c'est donc bien drôle. Ben, j'y allais du côté de ce que vous allez penser, parce qu'évidemment, pendant longtemps, on avait dit que c'était Louis Gill qui était quasiment. Louis Hill, qu'on dit présentement, parce Gill. qu'on le prononce exactement, merci beaucoup. Austin Wells, que j'ai fièrement été chercher dans toutes mes poules de baseball dans les dernières semaines, parce que lui, il était dans les favoris au début de l'année, mais encore une fois, ça a pris du temps avant de se réveiller. C'est normal, c'est des recrues. Et Rafaela, du côté de Boston aussi. Écoutez, moi, je suis un grand fan des Orioles, mais puis je suis content du réveil de Kaiser. C'est d'ailleurs pourquoi on a pu bouger aussi quelqu'un comme Austin Hayes. Le chant des Orioles, surtout avec un Kjerstad qui attend aussi encore une fois dans les ligues mineures, ça va être juste ridicule. Il y a riche puis il y a riche. Là, honnêtement, ils vont être obligés de mettre des joueurs ailleurs puis de bouger. Mais dans la liste qu'on voit présentement, là, tu vas vous prononcer, messieurs. Votre choix, ça s'arrête sur qui? Moi, je vais à cause du receveur des Yankees, le poste qu'il occupe et le rôle qu'il a frappé derrière Aaron Judge. Parce que Stanton est souvent blessé. Lorsque Stanton n'est pas là, c'est lui qui est là. Ouais. C'est pour ça. Kaiser a une bonne saison, mais je vais aller avec le rôle à cause du receveur. Ouais. Vas-y, Derek, prends le lanceur, C'est ça, je veux un lanceur, c'est sûr. Là. Je prends le lanceur, je prends Gill, parce que je pense que s'il est capable d'avoir 2-3 autres victoires avec le nom, je pense que le 121 manches lancées, il donne un 150 manches en tant que recrue. Avec les Yankees, la place qu'il lance contre le calibre d'équipe qu'il lance dans l'Est, en Ligue américaine ouest, en Ligue Est américaine, c'est vraiment pas mal plus difficile à New York. Moi, je donnerais un lanceur. Je pense que c'est vraiment une. Parce qu'il n'y a pas vraiment personne qui a moins 2. Je pense que c'est Kaiser. Kaiser, il a 2,45, 18 home runs. Oui, c'est incroyable pour un recrue, mais 56 RBI.
Défensif, il est bon, mais je pense que j'aime le lanceur. Je changerais à Gill. Ouais, le seul problème que je trouve avec Gill, pour l'instant, c'est le fait que dominant, mais en même temps, en tout cas, on va avoir pour les prochaines saisons peut-être un petit problème de contrôle aussi, parce que souvent, le nombre de buts sur balle par match est quand même assez élevé aussi. Jamais autant que les retraits sur 3 prises, mais c'est rare qu'on voit du 9 retraits et un but sur balle. C'est pas mal du 6-5, 7-4. Donc, mais hey, c'est une recrue. Il joue à New York. Puis bravo à lui parce que, honnêtement, ça a commencé un peu difficile. Puis il a réussi à rester calme puis à avoir la saison qu'il a. Fait que, ben écoutez, moi, justement, juste pour qu'on soit différent, je vais aller avec Kaiser pour maintenant que je sais qu'en plus, il y a un son. Je m'en vais le voir dans une couple de semaines sur mon voyage de sport. Et je suis content pour lui parce qu'honnêtement, puis encore, c'est un bon exemple aussi du côté des Orioles. On y allait des pauses de temps en temps, mais une fois qu'on l'a rappelé, on l'a pas baissé. On a décidé de travailler avec lui en haut et ça porte fruit. On le voit présentement. Il contribue parce que pendant longtemps, il était 8e, 9e frappeur. Et depuis un mois, c'est maintenant le frappeur partant. Ou des fois, on va mettre 4e, en fait 5e ou 6e. Donc, bravo à lui. Hey, messieurs! Oh, j'ai pas fini. Vas-y. Éric, t'as lancé à Montréal l'autre jour. OK? Rich Hill, 41 ans. Les Red Sox viennent de signer un contrat des mineurs. Ça te tente-tu de faire un retour? On a besoin de revoir. Non, pas du tout. Non, mais j'ai Richie, juste c'est être rare, sûr. par exemple. Il y a vraiment une bonne courbe. Fait que lui, il va être correct. Non, La courbe va le sauver? OK. Ah ouais, il va être correct. Il va bien. Ben, il va bon, être 41 ans. face, Je pense que... Non, c'est le fun d'avoir des vétérans qui continuent à lancer. Ils ont une chance encore. Ah, on j'aime voit ça. on voit la valeur des lanceurs. Tu sais, il veut pas, il y a beaucoup de blessures. Un gars vétéran comme ça qui peut t'aider, genre le dernier mois et demi, 2 mois, c'est vraiment important. Fait que ça donne un break aux jeunes. Puis, écoute, je pense qu'il est revenu où il a besoin d'être. Puis, il y a encore l'amour du baseball. Fait que, oui. Moi, oublie ça. OK. Mais Max, je tiens à te féliciter. Tu as eu des séquences de questions incroyables ce soir. Je tiens à te féliciter. Ben, merci infiniment. Ça a été. Non, mais j'ai adoré cet épisode-là, honnêtement. Je trouvais ça dommage qu'on soit pas assis un à côté de l'autre, mais vraiment, on était dans toutes directions en couvrant énormément de stock. Et merci à vous deux. Toujours un plaisir. Parce que les gens oublient. Éric et moi, on s'amuse. C'est Max qui prépare tout. Alors, Max, merci encore une fois. Bon, ben, tu vois, j'aimerais ça, selon Bet365, avoir les cotes la semaine prochaine pour le MVP de la saison de Game Over. Donc, La semaine prochaine, on va les avoir. OK. gros câlin à vous deux, puis on se voit dans quelques semaines avec vraiment, on va avoir une image très claire de vers quoi s'en va la deuxième saison du baseball, c'est-à-dire les séries. Amusez-vous, merci d'avoir été là, merci à ceux qui nous écoutent, et très hâte de vous retrouver. À bientôt tout le monde. Bye-bye. Game Over, une présentation de Baseball Québec. Enfin oui, c'est terminé. Qui monte sa petite gagné avec ta balle Bichette. T'as déjà striké dans tes Bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over.